Go! Bonjour mes chers amis auditeurs et auditrices et bienvenue pour une émission un petit peu spéciale puisque comme vous le savez, Star Wars épisode 9 va pas tarder à sortir et on a décidé aujourd'hui avec mon cher acolyte Gabi de parler de Star Wars, cette saga mythique. Et donc bonsoir à toi Gabi, comment vas-tu? Bah écoute, très bien, salut à toi Guide, j'espère qu'on va passer un bon moment pour parler de Star Wars. Et déjà qu'on avait fait la même chose avec la saga Alien qui a eu plutôt de bons retours et on avait même remarqué qu'on n'avait pas dit que des conneries. Donc quelque part ça nous rassure, c'est pour ça que de parler de Star Wars ne va pas être très simple. Parce que comme vous le savez, déjà il y a pas mal de choses à l'intérieur du film. Il y a moyen d'interpréter à sa manière, que ce soit religieux ou même de faits historiques. Et c'est vrai que on sait qu'il y a l'univers aussi étendu de Star Wars qui parle de pas mal de choses, mais en général c'est fait par souvent des fans. Donc c'est difficile de savoir ce qui est vraiment validé ou non. Donc aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur les films, hein. Je pense que ça sera une bonne Oui, chose. Et puis, on va attaquer avec... je ne sais pas par où attaquer. Est-ce qu'on va parler de l'histoire? Est-ce que tu as quelques idées sur l'histoire? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Et surtout, est-ce que tu te souviens de quand tu avais vu ton premier film Star Wars? bah écoute, c'est vrai que les questions là sont intéressantes parce que du coup, mes premiers souvenirs de Star Wars, c'est... Alors moi je suis de 77 déjà, je suis né Oh. la bonne année, on va dire. Malheureusement j'avais un mois quand le film est sorti au cinéma, mais si tu veux je faisais pas partie des gens dans la salle de cinéma à l'époque. Ah, Mais mon premier Star Wars que j'ai vu, bah, c'est l'épisode 4 donc. Et j'ai dû le voir au Noël 1984 ou 85 parce qu'il passait à Noël, je crois, sur Antenne 2 ou TF1 à l'époque à la télé. oh, Quelque chose comme ça. Enfin, tu me diras, dans les années 80, Star Wars, il est passé un bon paquet de fois à la télé. oui. Euh, mais l'épisode le plus marquant, bah, c'est évident que c'est quand tu apprends que Leia, pour moi, c'est la sœur de Luke. Hmm. Pour moi, c'est ce qui m'a le plus marqué, encore plus que l'épisode avec Je suis ton père de Dark Ah. Vador. Parce que pour moi, dans ma tête, si tu veux, d'enfant, je voulais voir Luke et Leia finir ensemble, en fait. Non, mais Je c'est con à comprends. dire. Mais quand t'es gamin, t'es amoureux de cette femme, en fait. Et parce que la femme forte, la femme guerrière, la femme aventurière qui a peur de rien, rebelle. Hmm. Ça, c'est. On va dire que c'est un fantasme de De vie jeune future. adolescent. Ouais, voilà, de jeune adolescent. Et tu te rends compte que finalement, attention, il y a l'inceste. Attention. Non, mais pour les gens, voilà, ça fait quand même un coup derrière la tête, ça fait mal, quoi. Donc, Ah, Lucas était un petit cochon, donc on ne sait pas. Non, c'est vrai qu'il faut savoir que Lucas, quand il a fait son premier film, c'était pas sûr qu'il allait avoir une suite. On ne savait pas vraiment, hein, ça dépendait du succès, comme d'habitude. Et c'est d'ailleurs pour ça que si on regarde la fin de ce film, donc Un Nouvel Espoir, hein, si je ne cours pas dans le titre français, et bien en fait, on voit que la guerre, quelque part, est finie, puisqu'ils ont détruit l'étoile de la mort ou l'étoile noire, si vous préférez, à vous de voir les versions. Et d'une certaine manière, le film peut s'arrêter là. En fait, on peut arrêter la saga et il n'y a plus d'autres hmm. Star Wars. Et en même temps, ça peut proposer aussi une suite. Et c'est pour ça qu'en fait, on sent que l'écriture a été faite au fur et à mesure et que peut-être que dans son idée, Leia et Luke devaient finir ensemble. Peut-être qu'ils n'étaient pas frères et sœurs dans les premiers scripts et qu'au final, il s'est dit ça aurait ça serait peut-être plus intéressant qu'ils soient frères et sœurs et que quelque part il y a eu un début de relation, même si on sent quand même que Leia veut simplement rendre jaloux Monsieur Han Solo, hein, on le Hmm. sent quand même. Oui, tu le sens dans certaines séquences où tu as un solo qui essaye de titiller par Hmm, moment pour voir s'il y a un retour, entre guillemets, mais c'est pas forcément. C'est un fond d'histoire dans la trame principale du film. Donc hmm. finalement, ça apporte un petit bonus à l'histoire principale, mais on s'en fiche un peu en tant que spectateur au début du film, on va dire, quoi. Mais c'est vrai que le fait que Lucas, à l'épisode 2 et comment on dit, même l'épisode 3, Retour du Jedi, où t'as Luke et Leia, voilà, on apprend la consanguinité. Donc, c'est. On va dire que ça fait durer l'histoire, quoi. Ça Oui. rajoute encore quelque chose en plus, en bonus. Et c'est vrai que ce que tu dis avec Lucas qui rajoute petit à petit au fur et à mesure pour faire durer l'intérêt.
par rapport à Dark Vador et les rebelles, etc. Ben, c'est plus intéressant d'avoir quelque chose d'un peu plus compliqué qui ne paraissait au tout début, quoi. Ouais, et puis ça permet de s'attacher aux différents personnages, parce que dès le premier film, on arrive à s'attacher, que ça soit Luke, que ça soit Han Solo, que ça soit Leia, alors qu'on les voit au début que quelques minutes, mais on sent qu'ils ont une histoire, on sent qu'ils ont un passé, qu'ils ont quelque chose, et de cette manière, quand tu vois cette relation naissante, tu te dis, ah, ça serait génial qu'ils finissent ensemble, parce qu'ils sont si mignons, et en même temps, tu découvres petit à petit que ils étaient frères et sœurs, donc tu vas découvrir la vérité, mais en même temps tu découvres que c'est vrai que Leia avait déjà un penchant quand même pour Han Solo qui était, on le sent un peu un gros bof que aujourd'hui on ne pourrait pas vraiment tolérer dans nos films parce que ça y est, il fait des blagues un peu bizarres, tu vois, on sent que c'est un gros Ouais. lourdeau qui drague, ça poserait problème, mais à l'époque on se disait ouais, mais il drague normalement quelque part, tu sais, limite il serait en train de siffler, hé Leia, chut, viens ici. Oui, 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 mais tu sais que Lucas avait révélé qu'il voulait le cow-boy typique de l'espace, un peu bourrin, qui roule sa bosse, qui a fait ses preuves avec des contrebandiers, etc. Un petit mafieux, quoi, un peu comparable à ce qu'étaient à l'époque les gangsters dans les films d'Al Capone, etc. Quoi, et puis l'époque du Far West avec le cow-boy solitaire, etc. C'est une analogie tout à fait recevable, ouais. Et que malheureusement, dans le film Han Solo, on ne verra pas trop, Oh là puisque là. l'acteur qui incarne Han Euh, Solo jeune n'a aucun charisme, et c'est vrai que l'histoire est, ouais. est un peu mal écrite, et c'est dommage, parce que c'est un personnage qui est quand même fort, qui est touchant, parce qu'au fur et à mesure, il va se dévoiler, il va commencer à s'attacher justement à ces personnes qui croisent, et il va pas hésiter à prendre des risques pour justement soit les aider, soit simplement retourner le mal quelque part. Donc Hmm. c'est vraiment dommage que ce film soit presque une épée de Damoclès sur la tête de Han Solo, mais Hmm. sachez que ça reste un personnage fort et intéressant, et ceux qui, encore une fois, s'intéressent à ce personnage, n'oubliez pas que l'univers étendu propose pas mal d'histoires sur Han Solo. Euh, pour ma part, j'ai parlé un petit peu de ma première expérience Oui, Star bien Wars, sûr, quelque ouais. part. Alors, comme toi, j'étais jeune, mais encore plus jeune, parce que c'est vrai que c'est mes parents qui ont connu Star Wars, et c'est eux qui m'ont fait découvrir avec le laserdisc donc de l'épisode 4. Alors pour ceux qui savent pas, le laserdisc c'est plus ou moins un DVD mais version géant, Oui, oui. qui malheureusement ne pouvait pas accepter un nombre de mémoire sur une phase de CD, et donc il fallait mettre le film sur les deux faces pour avoir déjà 1 heure de film. Et donc pour Star Wars, eh bien, il y avait 2 CD, et à chaque fois il fallait tourner le CD pour avoir la deuxième partie du film, et après changer de CD, puis tourner à nouveau le CD, donc c'était assez laborieux, mais c'est comme ça que j'ai découvert Star Wars, et je l'ai encore le Laserdisc, et c'est vrai que ça a été une expérience assez folle, parce que on l'avait dit déjà avec la saga Alien, c'est que c'est des films qui parlent d'espace, qui nous montrent l'espace, un univers extrêmement méconnu à cette époque-là, et surtout quand on est jeune, on n'y connaît rien, et on est fasciné par ça, par cet espace, par ce vide, et en même temps, on va dire que Lucas a réussi à rendre cet espace vivant, avec des bruits, avec des vaisseaux qui bougent de manière Hmm. normale, alors que normalement c'est pas le cas, Ah ouais. et c'est de cette manière que j'ai réussi à plonger dans cette histoire, et aussi, bien entendu, par la force, hein. Donc, est-ce que pour toi, ça t'a marqué cet esprit, euh, on pourrait dire religieux quelque part, parce que c'est vrai que la force, au début, on ne sait pas comment ça fonctionne. On va Hmm. découvrir ça dans la menace fantôme, et beaucoup ont gueulé là-dessus avec les midi-chloriens. Mais avant qu'on connaisse cette vérité, est-ce que pour toi, c'était un aspect religieux, ou au contraire, c'était comme ça, les pouvoirs magiques comme dans Harry Potter quelque part? Disons que j'avais envie de croire que la force, il y avait quelque chose de mythique autour. Mhm. C'est-à-dire que pour moi, c'était pas quelque chose que tu travaillais pour posséder, c'est quelque chose que tu avais en toi, dans ton âme en fait. Et Mhm. c'est un peu ce que révèle Obi-Wan à Luke, c'est que c'est en lui la force. Et il faut juste qu'il arrive à puiser en lui pour la décupler, etc. Et pour moi, l'analogie avec, par exemple, tous les chevaliers de la table ronde à l'époque, avec Excalibur, ça a exactement la même puissance. Pour ceux qui ont lu les livres d'époque et qui voient ce film Star Wars, pour moi, Lucas c'est clairement inspiré des chevaliers, l'époque des chevaliers. Et d'ailleurs, il l'a avoué aussi, hein. Mhm. Il s'est inspiré de beaucoup de choses. Et je pense que ouais, ce côté mythique, sacré, religieux après,
c'est un peu plus compliqué à déceler, je pense. Mhm. Mais bah, après, tu me diras, hein, il y a une religion autour de la. On va dire, il y a une espèce de secte du clan rebelle, parce que quand tu Mhm. vois l'école avec la formation des Jedi, etc., il y a une espèce de religion de Jedi, ouais, je pense, ouais. Oui, Mais, parce que on peut voir que les rebelles ont comme une foi envers les Jedi, comme si c'était des divinités, quelque part, des élus qui pourraient leur apporter le salut dans cette obscurité, quelque part. Mais justement, est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas eu euh, comment dire, que Lucas a fait marche arrière avec l'histoire des midi-chloriens, finalement? bah, après, je pourrais pas. Disons que je pense qu'il y a pas mal d'incohérences hein, dans les épisodes qui sont apparus un peu plus tard, qui sont des Mhm. préquels. Je trouve que après bien sûr hein, Disney a pas forcément étayé et puis non plus approfondi la chose en faisant que des films d'action. Pour moi, quand tu parlais tout à l'heure du film Han Solo par exemple, hein, pour moi c'est une case qui a été cochée par Disney en disant voilà on a fait Han Solo, case cochée, on passe à autre chose et puis finalement il y a pas de profondeur. Je pense que Lucas à un moment donné s'est perdu un peu dans son histoire aussi, il a peut-être manqué de temps. Mais écoute, après, je peux te laisser en parler de ça, Oui, oui, bah après, pour moi, c'est vrai que l'histoire religieuse, c'est une interprétation à chacun. On peut le voir avec, par exemple, Dark Sidious. Beaucoup y voient Adolf Hitler, on va pas se le cacher. C'est vrai il Ouais. y a des similitudes, il y a pas mal de ressemblances. Et certainement que Lucas s'est inspiré de toutes ces histoires pour créer son histoire, quelque part, et nous offrir, en fait, quelque part une image de l'humanité si elle était devenue technologiquement parlant assez évoluée pour aller dans l'espace et au final même si on évolue technologiquement parlant on reste des êtres humains et on agit comme de pauvres salauds quelque part et c'est vrai que je trouve qu'avec l'histoire des midi-chloriens on a une réponse à la force mais en même temps c'est une réponse qui est un peu facile quelque part en disant finalement les midi-chloriens tout le monde les a puisqu'on le dit clairement dans la menace fantôme tous les êtres vivants ont des midi-chloriens sauf que suivant le taux on va être plus ou moins apte à avoir la force en nous quelque part et à pouvoir l'utiliser. C'est pour ça que d'ailleurs quand ils vont découvrir Anakin Skywalker, qui va devenir le Dark Vador et donc le père de Monsieur Luke et de Leia, il a un taux de midi-chloriens extrêmement élevé, ce qui fait qu'il est déjà apte à utiliser la force comme ses enfants. D'ailleurs, je tiens à passer un petit peu sur l'histoire de Star Wars 8 où on voit Leia dans l'espace en train de mourir et elle est en train d'utiliser la force pour arriver dans le vaisseau en mode Superman. Hmm. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont gueulé en disant What the fuck? Et moi le premier, je vais pas me le cacher. Mais en fait, c'est juste que c'est encore un problème d'écriture c'est que c'est mal agencé, c'est mal amené en fait. Leia peut utiliser la force réellement puisqu'elle est la fille de Dark Vador et donc elle a un taux de midi-chlorien extrêmement élevé, mais elle l'utilise pas forcément consciemment. En fait, l'ordre des Jedi comme les Sith, les professeurs apprennent à leurs élèves à manipuler la force et à pouvoir l'utiliser à leur plein potentiel. Et suivant notre côté lumineux ou obscur, si on a plus peur ou si on est quelqu'un d'extrêmement vaillant quelque part, la force va être employée d'une certaine manière. Soit on va repousser notre adversaire, soit on va utiliser des éclairs, ce genre de choses. Et c'est pour ça que Leia, quand elle utilise la force à ce moment-là, c'est son corps qui agit, mais en fait, c'est parce qu'elle est capable de le faire. Mais c'est vrai que c'est amené d'une manière, on va dire, ridicule, quoi. Enfin, de Hmm. voir Leia en mode Superman, je sais pas pour toi, mais moi, ça m'a. Hmm. Enfin, c'était dégueulasse, quoi, quelque part. Ouais. Bah, c'était pas cohérent par rapport à tout ce qu'elle avait fait Mm. avant, où elle était plutôt une femme politicienne dans les épisodes, les derniers épisodes, et puis tu te rends compte que elle aurait pu un peu surpasser son côté leader en utilisant la force et en allant au combat elle-même aussi. Moi, j'aurais bien voulu la voir dans l'esprit que Luke avait, c'est-à-dire avec un sabre laser, aller se battre comme Rey. Et finalement, on la retrouve seulement dans les bureaux, quoi. Donc, Oui, mais en c'est. même temps, quelque part, elle a dit, enfin, dans le dernier Star Wars, quand justement Luke dévoile qu'ils sont frères et sœurs et que leur père était un grand Jedi et qu'au final, elle aussi peut être un grand Jedi, elle n'a pas reçu de formation de Jedi, elle n'a pas appris à Oui, manipuler oui, la oui. force, donc quelque part, pour elle, elle s'en fout. De toute façon, est-ce qu'elle aime? C'est ce que faisait sa mère auparavant, enfin, d'une certaine manière, c'est la politique, elle adore ça, elle adore justement gérer les choses et de rester un petit peu en retrait et de faire des choix aussi difficiles, par exemple d'envoyer des hommes au sacrifice ou au contraire de les rester en retrait. Donc quelque part, ça reste une femme forte qui peut quand même utiliser la force. Je pense que ce qu'aurait dû faire Disney, enfin Disney ou les réalisateurs, c'est de mettre en place quelques scènes où on voit
très rapidement que Leia utilise la force inconsciemment, tu vois, par exemple, elle lit dans l'esprit sans le faire exprès, ou à un moment, tu sais, elle se met en colère et tu vois un objet se déplacer, ce genre de choses, et Oui. ça nous aurait mis la puce à l'oreille, et la scène aurait été moins traumatisante quelque part, alors que là, elle arrive comme un cheveu sur la soupe, en mode, coucou, je suis là, quoi, j'ai la force. Oui, oui. Ça. Oui, c'est comme, tu sais, c'est comme si tu regardes un épisode de Superman et puis à un moment donné, le mec qui est habillé en costard dans la rue, et bah, il se met à pousser un bâtiment. Tu te dis, attends, Oui, merde, du jour au lendemain, il fait ça, lui. ouais, je suis Ah, d'accord. merde. Et, euh, et donc, bon, on en arrive au final un petit peu à ce qu'a fait Lucas avec les trois premiers films. Donc, il a réussi à construire une histoire. Mais je trouve que pour ma part, si on regarde les films aujourd'hui avec un œil actuel, je trouve que les films sont assez lents. Si tu regardes, bon, la première baston entre Obi-Wan et Dark Vador, bon, c'est vrai que les enchaînements, c'est pas extraordinaire. Tu trouves pas que c'est lent quand même au final? Le combat, moi, disons que ouais, le rythme des films, bien sûr, hein, Mhm. c'est l'esprit années 80. Hein. On pose l'histoire, on pose les personnages pour qu'on s'y attache, pour qu'on on s'imprègne un peu de l'ambiance, etc. C'est sûr que c'est pas les films d'action d'aujourd'hui où on rentre tout de suite dans des explosions au bout de 10 minutes. Hein. Mhm. Là, c'est plus une montée en adrénaline. Il y a c'est comme dans les péplums hein, des années 60 ou 50 où tu as au début l'initiation avec les personnages et puis Mhm. après les combats finaux à la fin du film. C'est un peu la même chose. Et là je trouve que. Bah après, tu sais, Obi-Wan, hein, quand il fait le combat Mhm. contre Dark Vador, c'est plus un sacrifice qu'il offre à, Mhm. comment dire, aux rebelles pour faire monter Luke à son niveau de Jedi peut-être maximum en faisant ça. Mhm. Avec toute la. Je dis pas qu'il va révéler une certaine haine, une certaine force en Luke En se en sacrifiant. se sacrifiant, mais quelque part, c'est lui le déclencheur Obi-Wan, je pense, à un moment donné. Ouais, c'est comme s'il passait le flambeau quelque part en disant, Oui. tu vois, maintenant c'est à toi de devoir te battre contre Dark Vador, contre Mm. le côté obscur, et donc je fais ce sacrifice. C'est vrai que quelque part c'est très beau, mais d'ailleurs c'est ce que j'avais un petit peu parlé dans certaines de mes vidéos sur les théories Star Wars en disant que peut-être que pour passer à l'immortalité, il faut justement faire un sacrifice quelque Mm. part, passer le Ouais. flambeau Ouais, à ouais, quelqu'un d'autre. ouais. Parce que Ouais. justement, si Obi-Wan meurt et que bah, Luke ne décide pas d'être un Jedi, bah, techniquement à Mm. ce moment-là, l'ordre des Jedi, c'est fini. Parce qu'on ne connaît Ouais. pas d'autres Jedi à ce moment-là. Ouais, ouais, c'est marrant parce que là encore, c'est comme dans les civilisations anciennes, hein, les Mm. Incas, etc., où tu avais un sacrifice offert aux dieux pour que justement les choses se calment ou comment dire, il y ait plus de puissance pour le peuple, plus d'offrandes, etc. Mais de toute manière, Lucas a réfléchi son film d'une manière où t'as plein de petites choses à droite à gauche qui font que le film est. Il y a une puissance qui se dégage du film. Je me demande si la force finalement elle est pas dans le film complet. Tu Bah sais? si, mais c'est le film, c'est la force, quelque part. Mais justement, tu vois, on a des phrases aussi, comme par exemple quand Dark Vador il dit Votre manque de foi me consterne. Oui. On sent quand même qu'il y a souvent la foi quelque part qui revient. Et c'est vrai que ce qui est beau dans la saga Star Wars, c'est qu'on peut interpréter de plein de manières tout ce qu'on voit. Et en même temps, quelque part, on sent que Lucas a essayé de donner des réponses, on va dire, presque possibles et scientifiques, on va dire, quelque part, en disant, bah, vous voyez, c'est les midi-chloriens, c'est pas simplement la Mm. foi ou quelqu'un qui naît en mode élu. D'ailleurs, on a découvert aussi depuis peu que Dark Sidious n'est autre que le père de Anakin Skywalker. Alors, quand je dis père, c'est pas lui qui a, qui a tapé Ouais, oui. la barquette de la mère de Anakin, mais il est le père, parce que c'est lui qui a modifié, enfin, ouais, modifié, on va dire, le taux de midi-chlorien dans dans le fœtus et a fait en sorte qu'Anakin naisse. C'est quand même fou d'avoir cette réponse Ouais. après tant d'années, alors que pour nous, on pensait que Anakin est né comme ça, comme ben, une divinité, Mm. comme un dieu. Donc est-ce que pour toi, ça te pose problème quand même, ce genre de réponse, ou au contraire, tu arrives quand même à encore apprécier l'histoire de Star Wars, parce qu'au final, ton interprétation n'a pas tant changé que ça, même avec ces réponses-là. Oui, là, ça a pas tant changé que ça, mais c'est vrai que le côté manipulation en laboratoire, ça casse un peu le côté mythique Mm. de la divinité, comme tu dis. Je pense que l'enfant qui est né en ne sachant pas, en se perdant un peu dans sa vie,
en ne sachant pas comment contrôler sa haine, parce que c'était bien amené dans l'attaque des clones, c'était cette partie-là où tu vois Anakin qui sait pas exactement où il en est. De toute façon, dans les Star Wars, il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de vices de la part du côté obscur. Et je pense que il fallait garder ce côté-là un peu insouciant du personnage qui va se révéler à lui-même en faisant des choix. Par contre, le côté, comment dire, pas sec, mais le côté où on te dit finalement, voilà, il y a une manipulation au laboratoire, ça enlève un peu toute l'explication qu'il y a eu dans les épisodes en préquel. Et c'est un peu dommage parce que finalement le côté religieux, le côté mythique, mythologie, etc. Il en prend un coup quand même, faut dire la vérité. Ouais, parce que quand on voit les temples Jedi, encore une fois, tu te dis c'est un monument, c'est sacré et tout, et au final, on te dit bah ouais, mais non, en fait, enfin, c'est cellulaire, quoi. C'est des midi-chloriens, finalement, Ouais. c'est l'esbrouffe quelque part, c'est plus aussi mythique, et c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Hein. C'est dommage parce que derrière, quelqu'un qui va se plonger dans cette histoire, s'il commence avec les premiers films, donc quand je dis les premiers, entre guillemets, donc la menace fantôme, si on prend l'ordre, on va dire normal, bah tu perds de ce rêve-là, alors que si tu commences avec un nouvel espoir, l'Empire contre-attaque, tu commences avec l'histoire originale et tu commences un peu plus à rêver. Et Mm. ce rêve, tu le dis, ouais, il perd un petit peu de son charme, malheureusement, à vouloir donner des réponses à toutes ces questions, alors que finalement, des questions, c'est aussi important pour un film qu'elles n'ont pas forcément de réponse, parce que ça permet aux spectateurs Mm. de rêver, d'imaginer des choses, et donc derrière de créer l'univers étendu Mm. que nous connaissons de Star Wars. Mais je pense que tu vois, ça c'est une des erreurs de Lucas qui a peut-être voulu faire un film par rapport à l'époque que l'on vivait actuellement, Mm. avec les manipulations génétiques, etc. Et je pense que c'est une petite erreur que Lucas a faite dans sa vision comment dire, des origines en fait Mm. de son film, parce qu'à la limite laisser le flou, le vague avec le côté religieux, ça avait un côté symbolique assez puissant par Mm. rapport à la force, et là on se retrouve dans la réalité abrupte un peu. Mais après, tu me diras peut-être que nous, humains aussi, voilà, on On a. a besoin de réponses. Ben, c'est même pire que ça, c'est qu'on nous aussi, on a été manipulés génétiquement, peut-être à nos origines, Mm. par une autre population. Donc finalement, est-ce Mm. qu'il n'a pas voulu mettre ce clin d'œil, tu sais? Ouais, ouais, non, bah, c'est vrai qu'on retrouve. Bah, on sent que le film, quelque part, il essaye de nous envoyer très loin, très haut, quelque part. Et il reste très terre à terre au final, puisque tout ce qu'on voit dans le film, quelque part c'est plausible, et c'est la réalité quelque part. Tu vois, les midi-chloriens, c'est les cellules, tout ça. La force, au final, on la voit jamais vraiment. Quand le mec il manipule, mais c'est vrai que quelque part on se dit c'est ce qu'on vit au quotidien, notre histoire, on sait pas tout, et dès qu'on découvre de la vérité, on est peut-être déçu. Au final, c'est vrai que petit à petit, Lucas, il a joué là-dessus, c'est qu'il nous a fait rêver, puis petit à petit, il a commencé à placer les réponses qu'on attendait quelque part, et on a été déçus parce qu'on se dit mais ça casse le rêve, on n'est plus dans cet imaginaire incroyable et fou. Mhm. Et ouais, c'est vrai que Lucas, mais après, on peut pas vraiment détester le travail de Lucas parce que quelque part, c'est ce qu'il voulait faire. En tout cas, c'était son film. Maintenant, c'est vrai qu'on sent quand même qu'il manque des réponses, on va dire, assez nettes. Par exemple, pour moi, quand je vois l'Empire enfin, dans la première trilogie qui est sortie, eh ben, pour moi, elle est pas si mauvaise que ça, en fait. Tu vois, oui, alors ils détruisent une planète. Et on voit jamais s'il y a eu des êtres vivants sur cette planète, tu vois. Mhm. Enfin, on nous montre pas une scène, on voit un plan de caméra, on voit des gens vivre, manger, tu vois, dans un marché ouvert, tu vois, Oui. des animaux. On voit juste la Ouais. planète, elle explose, fin de l'histoire, tu vois. Et c'est vrai que je trouve ça un problématique, c'est que Lucas n'a jamais vraiment montré que l'Empire était extrêmement mauvaise et que les rebelles étaient vraiment bons, alors que malheureusement, et c'est une réalité, l'Empire c'est le mal, les rebelles c'est le bien. Alors que pourtant, Mhm. d'un côté, ce que veulent les rebelles, pour moi, c'est mal. Est-ce que pour toi, justement, t'es plutôt empire, plutôt rebelle, et pour quelle raison d'ailleurs? Bah, en fait, c'est juste pour revenir à ce que tu disais sur la Mhm. planète qui explose. Lucas a été fort hein, pour cette séquence parce Mhm. que on voit. En fait, on se rapporte surtout au visage de Leia par rapport Oui. à l'explosion. Et c'est sur elle, c'est sur l'innocence de son visage que tu peux te représenter le peuple en fait qui a Mhm. souffert, qui a été, comment dire, Exterminé. exterminé, voilà. Et tu ressens ça sur le visage de Leia. Et la planète ressemble aussi étrangement à la Terre aussi, donc du coup, t'as une petite idée de ce que nous on pourrait ressentir si Mhm. on était exterminé.
Et alors, est-ce que je me sens plus empire ou rebelle? Bah, c'est évident que je me sens pas du tout empire ni côté obscur, parce que c'est la facilité, comme dit Yoda, c'est-à-dire que la haine, la destruction, c'est le côté facile, irréfléchi. Euh, c'est un combat très manichéen Mhm. entre deux religions différentes, le bien, le mal, les rebelles, l'empire. Et, et sincèrement, moi je me vois pas du côté obscur du tout parce que pour moi ça symbolise vraiment la simplicité, comment dire, ce que tu as au plus profond de toi sans être réfléchi dans tes actions en fait. Pour moi, si tu veux, ça vient d'un Mhm. sentiment primal, Ouais, primaire, animal, ouais. Mhm. animal, voilà. Après toi, je sais pas comment tu vois Bah, ça. en fait, pour moi, pour moi, c'est l'erreur en fait des premiers films, c'est que quand on regarde l'Empire, alors oui, il détruit une planète, il tue des milliards enfin, on va dire des milliards de personnes, ils veulent détruire les rebelles, mais en même temps, on ne sait pas ce que fait réellement l'Empire en fait. Est-ce qu'ils détruisent tout le temps des planètes? Est-ce qu'ils s'en prennent à la population de chaque planète pour assouvir leur pouvoir? On n'a pas vraiment trop de réponses en fait. On sent qu'il y a une haine mais on ne sait pas pourquoi. Et puis en plus, ben, on sait que l'Empire est grand, enfin, on sent qu'il y a des milliers de personnes qui travaillent, les soldats et tout ça. Et c'est vrai qu'il manque des réponses pour moi pour que vraiment je me dise, ouais, l'Empire, c'est vraiment les mauvais de chez mauvais et que les rebelles, c'est le bien. Parce que d'un côté, les rebelles, ce qu'ils veulent, c'est la liberté. Mais on sait aussi aujourd'hui, et on en est bien conscient, la liberté, c'est beau, mais si tout le monde était libre de faire ce qu'il voudrait, ça serait peut-être un petit peu l'anarchie quelque part. Et ce que Hmm. veulent faire l'Empire, c'est tout simplement de dire, oui, vous pouvez être libre, mais pas trop non plus. En gros, il y a une sécurité, on sent que quand on envoie des Stormtroopers sur des planètes, eh ben, c'est un peu comme la police, les CRS. Alors je sais, l'image est peut-être un peu violente, mais Hmm. malheureusement, c'est aussi ça la réalité, et c'est ce qu'on voit avec l'Empire, mais c'est vrai que pour moi, le bien, le mal, c'est bien beau, mais c'est mal montré, tu vois, il n'y a pas vraiment un moment où je me dis, ouais, les rebelles, c'est vraiment eux qui sont pour le bien, parce qu'ils font des choses intelligentes, qui se battent vraiment contre l'oppresseur. Alors que, bien sûr, comme on l'a dit, on sent que Dark Sidious, c'est un peu le Adolf Hitler, on le sent dans sa démarche, on sent dans sa manière de manipuler, on sent qu'il a une haine envers certaines choses qu'on va découvrir dans La Menace Fantôme, L'Attaque des Clones et le troisième film, puisqu'on sent qu'il n'aime pas les aliens. C'est d'ailleurs ce qui a été souvent dit, c'est qu'il n'aime pas trop les extraterrestres, et c'est d'ailleurs son armée est juste uniquement faite d'humains. Il n'y a que Ouais. des humains qui travaillent pour lui. Donc on sent qu'il a une haine envers ces personnes, comme Adolphe avait une haine contre les juifs. Donc il y a pas mal de ressemblances. Mais c'est vrai que pour moi, ouais, l'Empire n'est pas si mauvaise que ça, montré dans les films. Et c'est ça mon problème, c'est que j'avais jamais eu, tu vois, un choix entre le bien et le mal, parce que je trouve que le combat est mal montré, tu vois. On sent pas qui est le plus mauvais dans l'histoire, parce que même pour moi, les rebelles sont mauvais quelque part, tu vois, dans leur idée, dans leur manière d'agir. C'est pour moi eux aussi qui sont mauvais. Bah, Euh, disons que avec la destruction de la planète, hmm, la princesse prisonnière, si tu veux, il y a un code hein, dans les films de méchants et de gentils. Voilà, on met en place un gros méchant et avec des petits gentils innocents. Il fallait que le film débute par ça pour te montrer quel camp tu devais choisir à la base quand tu commences à regarder le film. hmm. Mais, euh, mais sincèrement, quand tu vois des personnes détruire une planète, faire prisonnier des innocents, tu peux te dire que quand même le Dans côté l'esprit. dans l'esprit, on va dire que c'est les plus méchants dans l'histoire quoi, par rapport à Et d'autres. ouais, mais c'est ça mon problème, c'est que dans la vraie vie, je veux dire, les guerres ont existé, des populations ont été exterminées pour des idéaux, pour des valeurs, pour la croyance aussi, et ça continue encore aujourd'hui. Et d'un côté, ben, ceux qui font ce genre d'actes hein, odieux, on trouve odieux, pour eux c'est normal, c'est le bien, c'est leur valeur, enfin tu vois, ce genre de Ouais, je vois ce que conneries. tu veux dire. Ouais. Ouais, voilà, et c'est montré aussi dans ce film de cette manière. Donc c'est pour ça que pour moi, le camp du bien et du mal est difficile, tu vois, là, Hmm. parce que finalement, ceux qui font le bien feront le mal tout au tard aussi, et ceux qui font l'inverse, ben, feront le bien quelque part, parce qu'on l'a vu. Dark Vador, quelque part, c'est cette symbolique. C'est qu'au début, c'était un enfant, il était tout gentil, tout mignon, il a été bercé dans la lumière. Puis petit à petit, on lui a dit, bah, tu vois, le mal, c'est pas Hmm. si mal, ça peut être sympathique. Il a tourné dans le mal et au final, il est revenu dans le bien. Hmm. Parce que quelque part, est-ce que c'est pas ça, Star Wars? C'est le bien et le mal,
ben, c'est tout aussi important pour vivre quelque part. Hmm. Mais il y a comment dire, il y a une façon en fait de voir les choses, c'est-à-dire que si on te montre le film à partir du moment où l'étoile noire est détruite, peut-être que tu as une autre vision de Star Wars, c'est-à-dire que tu te dis finalement les rebelles c'est les méchants, ils ont détruit la base de l'Empire. Tu vois, et le fait qu'il ait commencé la menace fantôme par un gentil Anakin, à quel moment tu peux te dire que lui ça va être comment dire, le commandeur suprême de l'Empire Hmm. destructeur de l'univers, quoi. Il n'y a aucun moment où tu as un signe qui va te dire que voilà, c'est. Ouais, et puis même quand il va croiser Dark Sidious, qui va commencer un peu à le manipuler, alors quand il est le chancelier Palpatine, pardon, quand voilà, il essaye de faire comprendre à Anakin, tu vois, le côté obscur peut te permettre certaines choses très séduisantes, qu'en gros les Jedi te manipulent, mais quelque part Hmm. c'est aussi une réalité, parce que les Jedi ont peur du pouvoir de Anakin, parce que à ce moment-là on considère qu'il est peut-être l'enfant élu de la prophétie, celui qui apportera l'équilibre dans la force. Donc les Jedi ont peur de Anakin, donc ils essayent de le manipuler pour dire viens dans le côté du bien, viens, Ouais. on est gentil, tu vois, t'as plein de pouvoirs, tout ça. Et finalement, quelque part, c'est aussi mal de faire ça parce qu'ils ne disent pas la vérité quelque part à Anakin, Hmm. ils lui parlent pas normalement. Donc au final, tu vois, c'est toujours ce problème, c'est que cette frontière, elle est fragile entre le bien et le mal. Donc Oui, oui. certes, Yoda, Oui. il représente le bien, lui, le bien, c'est bien, bien, bien. Ouais. Et Dark Sidious, c'est le mal, mal, mal. Et ça, c'est un peu mon problème avec l'histoire en général de Star Wars, c'est que c'est mal montré par moment. C'est ce que je Hmm. reproche en général. Oui, oui, Yoda, c'est un espèce de médiateur entre les deux côtés Mm, pour les faire coexister et puis, comment dire, limiter l'accès aux gens qui ont un bon côté par rapport au côté obscur. Mais disons que, comme tu dis, hein, je pense que à un moment donné, si on te montre la direction qu'a pris Lucas dans tous ses films, il n'y a pas vraiment, mis à part le fait, bien sûr, que tu apprends que telle ou telle personne est sœur ou frère ou que l'autre est père, etc., les liens de parenté, il n'y a pas de surprise mm, par rapport aux évolutions du bien et du mal dans les films. Tout est mm, logique, tout est simple. Il n'y a pas. Alors, bien sûr, tu as des codes de vie, etc. Lucas essaye toujours, tu sais, même quand le Yoda se met à parler en disant, comme la phrase que tu as dit tout à l'heure, je sais plus laquelle, ou quand il dit à Lucas, il dit à Skywalker, pardon, il dit à mm. Skywalker, j'ai fait un espèce de lapsus. Il parle à Il se Lucas en parle, fait. il se parle lui-même. Je pense que Yoda à la base, c'est peut-être Lucas qui parle tout seul dans le film. Il y a peut-être un côté inconscient, tu sais, schizophrène de Lucas, de se mettre dans le film et de parler au spectateur, tu sais. Il n'y a pas d'essai, fais-le ou le fais pas, quoi. Tu vois, il y Mm, a, il y a toutes ces petites phrases que Yoda lance qui sont dirigées vers le spectateur. Et c'est une philosophie de vie, en fait, que tout le monde a compris. Mais mm. cette philosophie de vie, elle s'arrête au moment où tu franchis la ligne du côté obscur. Il n'y a pas plus de code que ça finalement et c'est ça que je trouve dommage, c'est que Lucas est arrivé à un moment donné, je sais pas après si tu seras d'accord, Mm. à la fin de l'épisode 6 du Retour du Jedi, quand il a fait les préquels, t'as l'impression que tous ces codes de philosophie de vie n'ont pas forcément existé seulement à partir d'une époque où Mm. les rebelles étaient en crise. Et parce que on voit pas forcément la puissance de l'école Jedi de l'époque. On les voit parler, on les voit négocier avec des commerçants de l'espace là, enfin qui sont un peu Oui, c'est ouais, quand, oui, voilà. oui, en fait, ils sont médiateurs, comme ils disent, ils participent pas à la guerre, ils sont là Oui, pour jouer, pas la police quelque part, mais simplement le garde-fou. Ils sont les garde-fous de dire ouais. attention, si vous allez trop loin, on pourra agir, mais vraiment si vous allez trop loin. Ça veut dire en Hmm. gros, si vous commencez à exterminer des planètes, peut-être qu'à ce moment-là, on Ouais, ouais, agira, ouais. mais pas tout de suite, tout de suite. Un peu comme l'ONU, quoi. Et je trouve que ça a manqué de profondeur, ça a manqué de charisme. C'est surtout ça qui m'a dérangé, moi, dans les Hmm, préquels. Et c'est cette philosophie de vie, tu sais, qu'Obi-Wan avait en espèce d'ermite guerrier qui partait au combat tel un super-héros dès qu'il y avait un conflit. Alors bien sûr, il se retrouve seul, hein, Obi-Wan, parce que c'est un des derniers Jedi, ou peut-être le hmm, dernier à l'époque, je sais plus.
Et mis à part, bien sûr, Dark Vador voilà, qui est parti du côté Oui, obscur. enfin, il y avait Yoda, mais Yoda, on le découvrira un petit peu plus Oui, tard. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait que, techniquement, pour nous, Dark Vador et voilà. Obi-Wan. Et tu ressens, Et Dark Sidious. voilà, tu ressens moins ce côté super-héros du Jedi dans les premiers épisodes. Et tu les ressens plus comme des politiciens. Et j'ai trouvé ça dommage que toute cette philosophie qui a été très appuyée dans l'Empire contre-attaque n'apparaissent pas plus que ça, alors que c'était l'initiation à la base du Jedi, je veux dire, d'avoir cette... ils n'ont pas assez de puissance, si tu veux, au niveau ils n'ont pas assez d'impact au niveau des décisions Mhm. des premiers films. Ils font partie d'un fond, en fait, par rapport à l'histoire d'Anakin, et j'ai trouvé ça assez dommage. Je sais pas comment toi tu l'as vécu. Bah, moi, c'est surtout ce que, comme tu sais, on disait donc le bien, le mal, voilà, il y avait que deux. Et en gros, le gris, ça n'existe pas. En Oui, gros, quelqu'un qui dise, bah voilà, je comprends le côté lumineux et je comprends le côté obscur parce qu'on a besoin des deux quelque part pour vivre. La colère, bah, ça nous fait vivre, les émotions en fait. Alors que justement, les Jedi, quelque part, oppriment toute émotion parce que sinon, ça amène au côté obscur. D'ailleurs, il y a un moment dans la. Oui, c'est dans l'attaque des clones, hein, si je dis pas de conneries. Il y a Anakin qui parle à Padmé et qui lui dit que justement toutes ces restrictions, en gros, c'est pour dire non, au contraire, il faut aimer l'amour, c'est bien, mais il faut faire attention, ce genre de choses. Et le problème, c'est que Qui-Gon, donc qui était le professeur d'Obi-Wan Kenobi dans La Menace Fantôme, et c'est lui qui va rencontrer et faire en sorte que le petit Anakin Skywalker fasse partie de l'ordre des Jedi. Il va essayer d'ailleurs justement d'être son professeur. Euh, est considéré comme un des représentants de l'ordre gris. Et en fait, il faut savoir que dans l'univers étendu, il existe un troisième ordre Jedi qui est plus ou moins l'ordre gris. En gros, grosso merdo, c'est ceux qui sont entre le bien et le mal. Et on le ressent d'ailleurs dans la manière de parler de Qui-Gon. Il n'est pas tout, enfin tu vois, il est pas tout dans le côté lumineux. Tu sens qu'il, voilà. Il y a un petit côté taquin, tu vois, en mode ouais, mais le mal aussi, c'est pas si déconnant que ça. Et c'est ce que je reproche à Star Wars, c'est qu'il n'y a pas cette approche-là de finalement entre les deux. Et c'est pour ça qu'en plus, quand derrière tu apprends que bah, la prophétie, c'est celui qui doit apporter l'équilibre dans la force, quand mm, on parle d'équilibre, c'est 50% de bien, 50% de mal, tu vois, le yin et le yang. C'est pour ça que le retour du Jedi, quand tu regardes finalement la menace fantôme, l'attaque des clones, et que tu enchaînes après tous les autres films, et que tu arrives donc au dernier opus, et ben le retour du Jedi, tu te dis, mais l'équilibre là-dedans, il n'y est plus, puisque ben, les Sith, c'est fini, et il reste qu'un Jedi en vie. Donc ouais. l'équilibre, il est mort. Et c'est pour ça que je me pose la question aujourd'hui, est-ce que Lucas, quelque part, il voulait pas non plus enchaîner avec d'autres films, ce qui nous a été proposé par Disney, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais que justement, quand Disney a dit bon, ben, on veut racheter ta licence, il s'est dit peut-être qu'ils vont faire les films que j'aurais aimé faire au final. Bon, malheureusement, c'est pas trop le cas parce que même lui, il est plutôt déçu en général. Mais pour apporter justement ces dernières réponses et qu'en gros, la nouvelle Jedi qu'on connaît donc Rey serait peut-être potentiellement celle qui apporterait ce fameux équilibre parce que pour l'instant, l'équilibre n'existe toujours pas quelque part dans l'univers Star Wars. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah oui, oui, c'est évident hein, que l'équilibre a été rompu. Déjà à partir du moment où tu as l'épisode 3 avec la revanche des Sith, Hmm. là c'est clair et net qu'il va avoir une longue période de disette. Il Hmm. va pas se passer grand chose jusqu'à l'épisode 6 hein, pour les rebelles qui survivent. Et tu te demandes en fait comment ils arrivent à survivre hein, parce que cette minorité qui arrive à vaincre l'Empire grâce à un Jedi qui a été formé sur le tard surtout grâce à Yoda. Imaginons que Yoda n'était pas présent ou était décédé avant que Luke arrive Hmm. à maturité. Bah, tu te dis que l'histoire elle va tourner court. Donc Hmm. c'est quand même dingue qu'un seul être, l'élu, finalement un peu comme le roi Arthur avec Excalibur, Hmm. ça, toute une population repose sur un personnage et que l'équilibre revienne grâce à un seul personnage. Après, tu Hmm. me diras, c'est dans la logique du fait que du premier personnage qui a été introduit avec Anakin, qui avec sa seule personne, va faire basculer tout l'Empire d'un côté, parce que c'est pas forcément Palpatine qui fait basculer l'Empire. Enfin, qui fait basculer comment dire, le La côté, la situation, oui. situation dans l'univers avec l'Empire côté obscur.
Parce que Palpatine, il a besoin d'un acolyte pour justement mettre en œuvre son projet. Il n'est pas tout seul. Mais tu sens que Dark Vador, par contre, avec la force et la puissance qu'il a, ben, ses limites, il a. Bah, de toute manière, hein, dans le Retour de Jedi, quand Dark Vador détruit Palpatine en le lançant dans le réacteur de la base, Mm. tu sens que c'est peut-être un petit clin d'œil pour dire que l'élève a dépassé le maître aussi, encore une fois, mais quand tu vois tous les films, c'est Dark Vador qui mène l'Empire de A à Z. L'autre, il est juste en fond pour donner les ordres, et il n'est pas forcément acteur. Il a une très grande puissance mentale pour manipuler les gens. Et c'est ça qui est ridicule, tu sais, par contre, dans les nouveaux épisodes Disney, où on va dire l'empereur entre guillemets du moment, d'ailleurs je sais plus son nom là, Ouais, qui est mort dans lui. il meurt d'une manière mais Ridicule. ridicule, illogique par rapport Oui. à la puissance télépathique, mentale, tout ce que tu veux qu'il devrait avoir pour un souverain suprême. C'est de l'incohérence totale. Ben, en fait, parce que Dark Sidious se fasse pigeonner, ça marche pour une simple et bonne raison, c'est qu'il a élevé Dark Vador quelque part comme son fils, puisque ça reste son fils techniquement, il l'a élevé, et en fait il a tellement confiance en lui, parce que ben, Dark Vador a agi sous ses ordres pendant des années, même si dans l'univers Star Wars on le voit pas faire grand chose, parce que c'est ça aussi qui est terrible quelque part, c'est que Dark Vador est supposé être l'être le plus puissant, il est même plus puissant que Dark Sidious, Ouais. mais malheureusement ben, il est sous-exploité, que ce soit dans les films ou de manière par Dark Sidious, parce qu'en fait, en vrai, Dark Vador doit aller chasser les derniers Jedi, il doit les pourchasser, les tuer, ce genre de choses, mais on le voit pas tant faire ça. Finalement, il reste Ouais. dans sa base, il prend un petit vaisseau, il fait piou-piou. En plus, c'est ça aussi, le combat sur l'étoile de la mort, avec les X-Wing qui rentrent dans cette petite crevasse, tu vois, où il y a Oui, des oui. tourelles qui peuvent les dézinguer, et là, ils font, non, non, arrêtez les tourelles, on va s'en occuper nous. Tu fais, non, ça n'a pas de sens, pas dans la guerre, dans la vraie vie, ça ne marcherait pas, tu vois. Et que Dark Vador se fasse avoir par le Faucon Millennium, tu vois, Han Solo qui déboule, tu fais oh putain. Et c'est dommage, mais c'est vrai que Dark Vador et Dark Sidious fonctionnent, tu vois, C'est un comment dire, binôme, ouais. ouais, voilà, ça fonctionne. T'as le maître qui manipule depuis le départ et l'élève qui, au final, c'est l'arme, c'est l'outil. Sans lui, rien ne se serait passé, comme tu l'as dit très bien. Alors que dans les nouveaux Star Wars, faits par Disney, ben non, Kylo Ren arrive en mode je te manipule, je te mange, je trouble mon esprit, tu ne peux pas savoir la vérité. Bim, je te plante mon sabre laser. Tu fais non. Mais non, Mm. non, ça ne fonctionne pas du tout. Le Ouais. mec, parce qu'en plus, le mec, il lui crache à la gueule, il lui dit enlève ce masque ridicule, tu ne ressembles à rien. On Mm. sent qu'il le méprise, qu'il n'a aucune confiance en lui, et pourtant il se fait avoir par lui. Ça n'a pas de Mm. sens, tu vois, ça ne Ouais, peut pas oui, ça n'a fonctionner. pas de sens. Moi j'ai toujours dit de toute manière, hein, dans les nouveaux épisodes Disney, si on n'avait pas vu le visage de Kylo Ren jusqu'à la fin, là, l'épisode 9, ça aurait eu une puissance décuplée, Ouais. parce qu'il aurait tué Han Solo, on n'aurait pas su que c'était son fils jusqu'à la fin, peut-être, s'ils avaient gardé le secret, ces idiots, Mhm. et ça aurait eu une puissance décuplée sur les scènes finales. Imaginons que, alors moi je le vois gros comme une maison, mais c'est seulement mon avis. Mais à mon Mhm. avis, voilà, Rey et Kylo Ren, c'est des jumeaux ou des frères et sœurs. Je le vois gros comme une maison. Mais écoutez, peut-être je me trompe, hein, Mhm. mais dans la logique d'un Star Wars, c'est ce qui va se passer. Et le combat final entre frères et sœurs, bah on sait pas ce qui va se passer, mais bon. Et voilà, si il avait tué son père sans qu'on sache que c'était son fils à l'époque, ça aurait été magnifique pour la fin de l'histoire. Enfin bon, après. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord parce que c'est. Alors, hormis le non-charisme de l'acteur qui incarne Kylo Ren, mais c'est vrai que le personnage fait très enfant, en mode adolescent qui casse tout parce qu'il est pas content, en mode il donne des ordres à la noix, il fait rien, alors que pourtant lui aussi a une grande puissance. Hein. Quand on le voit arrêter un tir de blaster, tous les Jedi et même tous les Sith n'en sont pas capables, là, encore une fois. Donc, c'est pour vous dire que c'est un puissant Sith. Et en même temps, on a l'impression d'avoir juste un enfant qui est capricieux, qui a pas eu son jouet à McDo et qui est Mm, dégoûté, tu vois. mm, Et comme tu le dis, si on lui avait pas retiré son casque, mais qu'on entendrait simplement savoir, à aucun moment on sait que c'est le fils de Han Solo et quand il commence, enfin quand il le tue, tu vois, et que tu vois le regard de Han Solo en mode mon fils me tue, mais tu vois, tu le ouais. comprends pas parce qu'il le dit pas. Et à ce moment-là, un jour, on retire son casque et il dit je suis le fils de Han Solo, tu fais ok. Ah ouais, Mm, il a tué son propre père. Ce genre, ça aurait été ouais. puissant, comme tu dis, ça aurait été fort, mais
c'est vrai que de toute façon c'est Disney, ils veulent profiter de la licence, ils font n'importe quoi, on le voit. Et comme tu le dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour ce dernier film de cette nouvelle trilogie pour l'instant, parce que ce n'est pas le dernier film Star Wars, vous vous doutez bien que ça rapporte tellement d'argent qu'ils continueront à en faire, mais c'est vrai que pour l'instant, cette nouvelle trilogie ne fonctionne pas autant qu'ils l'auraient espéré, et ils préfèrent faire une petite pause au niveau des films, et peut-être qu'on aura d'autres spin-offs à la con comme Han Solo, mais avec, je sais pas moi, mais Obi-Wan, c'est vrai que normalement il y a, alors ça serait plutôt une série, mais on sait que pour les origines de Obi-Wan, on travaille là-dessus. Mais pour tout ça, pour finir, que on sent que Disney a fait n'importe quoi et que potentiellement ce dernier film va nous dévoiler des réponses qu'on attendait depuis longtemps et qu'on va être déçus. Comme tu dis, toi, tu pars sur peut-être que tous les deux sont frères, enfin ou frères jumeaux, enfin en tout cas qu'ils ont un lien familial. Moi, j'ai peur que, en gros, simplement Rey et Kylo Ren finissent par être ensemble en mode on va s'unir pour justement rapporter l'équilibre dans la force, tu vois, on va lutter contre le bien et le mal quelque part, tu vois. Hmm. Et ça me frustrait un peu. On sait qu'aussi que Dark Sidious potentiellement, tu vois, on l'entend dans le trailer, on l'entend parler. Ça aussi, ça fait peur parce que tu te dis, est-ce qu'ils vont oser le faire revenir à la vie ou tout simplement c'est juste un écho du passé, tu vois. Hmm. On sent qu'il y a du potentiel dans cette nouvelle trilogie, mais tout a été mal exploité. Et en même temps, on retrouve aussi des erreurs aussi similaires dans la première trilogie ou la seconde trilogie. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui manquent de réponses. Et c'est dommage parce qu'au final, Star Wars, c'est pour moi quelque chose d'inachevé et que justement, on a besoin de l'univers étendu pour achever la saga Star Wars. Et ça me pose problème parce que peut-être que vous qui nous écoutez, qui vont nous écouter, ne connaissent pas spécialement l'univers étendu. Et je ne sais pas pour toi, mais moi je connais pas tout l'univers étendu. J'ai pas lu tous les bouquins, toutes les BD, toutes les histoires. Et tu vois, ça me pose problème parce que je ne connais pas finalement Star Wars. Hmm. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Ben, dans l'univers étendu dont on a pu me parler, parce que moi, j'accorde pas forcément beaucoup de crédit à cet univers étendu. Je peux m'en inspirer et regarder ça comme une BD ou comme Un bonus. un bonus, voilà, à l'histoire principale. Mais après, quand je vois Leia qui va faire des missions à droite à gauche, c'est ce que j'aurais peut-être. Il y a trop de choses peut-être dans l'univers étendu que j'aurais aimé voir dans les vrais films et je vais me sentir frustré à la limite de me retrouver avec une Leia qui vole dans l'espace et qui décède durant un trajet spatial sûrement avant l'épisode 9 là. Mhm. Donc je trouve que les personnages ont une meilleure vie en fait dans l'univers étendu du fait qu'ils ont exploité tout ce qui s'est passé après le retour du Jedi et pas forcément le côté ce qu'a fait Disney, ce qu'a voulu nous imposer Disney avec Luke sur son île qui boit le lait des vaches, enfin moi j'en peux plus de ça, j'en peux plus. J'ai adoré la fin jusqu'à la disparition de Luke avec le combat final de Skywalker contre Kylo Ren sur Mhm. la planète de sel. Mais j'ai pas adhéré à. Si vous voulez, moi j'étais tellement choqué du fait que Luke disparaisse avec son hologramme Mhm. que je me suis dit non, c'est pas possible, il est pas mort. Et je vous promets, je suis sorti du cinéma en pensant qu'il était tombé de la montagne et qu'on verrait, on verrait la suite. Trébuché. Non, mais y a-t-il un pilote dans le X-Wing? Non, mais c'est pas possible. Non, mais déjà, quand ils ont tué Han Solo, moi j'étais sur mon siège, j'ai fait putain, les enfoirés. Non, mais ils sont sérieux ou pas? Et après, quand j'ai su qu'Harrison Ford de lui-même voulait arrêter Star Wars parce qu'il en pouvait plus de la série, il avait demandé au scénariste d'écrire sa mort. Donc à la limite je peux le pardonner, mais quand Skywalker c'est un mec qui tu sens qu'il peut donner encore à la série, qu'il Mhm. peut faire des choses intéressantes. Alors après moi je le vois pas réapparaître en hologramme, se battre avec les Ewoks contre non, c'est bon, Disney ils en sont capables, c'est ça qui me fait très peur. C'est ça qui me fait très peur. Je suis honnête. Donc moi j'ai très peur d'un épisode 9 qui peut être flamboyant sur la fin avec une énième étoile de la mort en construction. Mais tout ce qui va nous amener jusqu'à la fin, moi j'ai peur d'incohérences mais multiples pour terminer à la va-vite le truc. Hein. Genre
Han Solo, comment tu t'appelles? Bah, je suis tout seul, je m'appelle. Ouais, tu vas t'appeler Han Solo, c'est bien Han Solo, comme t'es tout seul. Voilà, Bah, on va faire j'avoue ça que comme ça, ça. c'était pas. Et non, mais j'ai peur que ils nous mettent plein de petites cases à cocher là pour nous expliquer des trucs jusqu'à la fin où tu auras une énième étoile de la mort avec un combat final avec de la lave qui explose et puis des montagnes qui s'effondrent parce que le bien et le mal se tapent dessus et que Disney va envoyer la sauce rapidement pour que ça se termine. Et puis finalement, ça va être de l'action movie, mais il y aura plus du tout le péplum spatial qu'on nous on a connu à l'époque. Voilà. Ouais, non, je suis d'accord, mais après, je vais un peu gâcher la surprise. Alors, ça, c'est pas un spoil du trailer ou quoi que ce soit, je vous rassure. C'est même sûr et presque validé, j'en suis certain. C'est ma parole là, que je donne. Vas-y. Luke meurt, mais en fait, il fait comme Obi-Wan avant lui et comme Maître Yoda. Quand vous voyez le corps disparaître, ils ont atteint l'immortalité. Oui, En oui. gros, voilà. Mais ça c'est un gros souci. Et de toute façon, c'est ce que je disais, hein, que je l'ai encore dit, c'est qu'il y a beaucoup enfin, il manque énormément de réponses à des questions que malheureusement Lucas a commencé. On le sait dans La Revanche des Sith, t'as Yoda qui parle à Obi-Wan pour lui dire, bon écoute, je vais t'apprendre à devenir immortel. Tu vas devoir faire certaines choses pour l'être. Et il explique aussi que Qui-Gon, son ancien maître, ben, en fait, est encore vivant. Et tu vois là, tu te dis, ouais, mais dans les premiers films, on l'a jamais vu, Qui-Gon, on n'en entend jamais parler. Et surtout, l'immortalité, comment ça fonctionne? Dis-le nous. Et c'est ce problème-là, c'est qu'en fait, on n'a jamais de réponse. C'est à nous de l'interpréter à notre manière comme on le souhaite. Et ça, en soi, c'est pas un souci. Mais du coup, quand tu vois bah, Luke disparaître, tu as plus ou moins ta réponse, sachant qu'en plus, il le dit clairement à Kylo Ren. Il lui dit, je vais continuer à te hanter si tu me tues. Voilà, Mm. il donne la réponse. Et ce qui est dommage, parce que quelque part, on ne rêve plus, comme tu l'as dit, il y a il y a plus de rêve finalement, parce qu'on va juste envoyer la sauce en mode tout va péter, on va reprendre ce qui a marché, puisque finalement la dernière trilogie, c'est juste un assemblage de tout ce qu'on a déjà vu dans Star Wars, en bien comme en mal, bien entendu, en mode Chewbacca va devenir végétarien pour on ne sait quelle raison, ce Mm. genre de conneries. Mais en fait, c'est aussi parce qu'il y a une approche très particulière entre différents réalisateurs. Alors, on a Lucas qui a construit son histoire, qui a réalisé à sa manière. Puis derrière, ben, on a eu J.J. Abrams qui a réalisé donc le septième opus, qui était un fan de Star Wars, mais pas un fan hardcore en mode bave à chaque fois qu'il y a un nouveau truc Star Wars qui sort, qui a essayé de proposer sa vision avec bien sûr Disney au cul, hein, bien entendu. Et le huitième opus, alors je sais plus par qui il est réalisé, mais c'est un mec qui se considérait comme un fan ultra hardcore au point qu'il connaissait l'univers étendu, qui lisait tous les bouquins et qui a décidé de justement nous dire, vous voyez, moi je suis tellement un connaisseur que je vais vous montrer des trucs que vous-même vous ne connaissez pas parce que je suis au-dessus de vous, tu vois. Ouais. Et c'est problème parce que du coup tu ne suis plus finalement ce qui a été proposé, l'histoire, t'es perdu, on te dit que ça fonctionne, ça fonctionne pas, regarde Princesse Leia, ben, maintenant elle peut voler comme, comme Superman, ce Mm. genre de choses. Et c'est vrai que c'est con, mais au final on va arriver à un neuvième opus qui peut être une réussite, comme il peut être décevant, mais au final, on sera déçu. Et cette nouvelle trilogie sera une sacrée tâche dans la saga Star Wars, parce que c'est bien une continuité, parce que au final, comme on l'a dit dans le Retour du Jedi, l'équilibre n'était pas présent. Il n'y avait aucun équilibre dans la force. Et normalement, cette dernière trilogie, en tout cas l'avant-dernière, ou voilà, devait apporter ses réponses. Et encore une fois, on n'a toujours pas ces réponses. On a eu un nouveau méchant. On a eu le premier ordre, mais on ne sait pas comment il a fonctionné. On ne sait pas comment ça a né. On ne sait rien du tout. Et on ne sait pas qui est Rey. Et quand on va avoir les réponses, on va être là, on va faire c'est de la merde. C'est sûr, parce qu'on va être déçu. Parce que ben, Disney nous a déçus, malheureusement. Et Lucas, je pense que quelque part, ne regrette pas d'avoir vendu en fait la licence. Mais il pensait qu'avec Disney, derrière, avec le budget financier qu'ils ont, il aurait pu nous proposer des films tellement excellents, quoi, dans Star Wars. Oui, Et c'est pourtant, possible. non. Oui, oui, c'est possible, mais de toute manière, il y a un truc tout simple. Je pense que les vrais fans, comme les fans qui ont adoré les Terminator et les autres séries qui ont été faits après par d'autres réalisateurs, pour eux, les vrais films se sont arrêtés à un moment donné, comme les Aliens, on avait dit. Hein, si tu veux, je pense que un vrai fan aujourd'hui va dissocier la nouvelle trilogie Disney, qui est faite Mm. plus pour une nouvelle génération. Ils auraient pu Mm. appeler ça, je sais pas, à un moment donné, je pense ils auraient pu appeler ça Disney,
Star Wars The New Generation, épisode 7. Allez, voilà. Reboot, quoi, un reboot, tout Ouais, simplement. un truc comme ça, mais tu sais, qui parle plus à une génération nouvelle, qui a pas connu ceux de 77 et de 81, 83, etc. Mhm. Je pense que, si tu veux, un vrai fan aujourd'hui va dissocier l'ancienne trilogie, comme à un moment donné tu dissociais aussi la trilogie de 2001 et Mhm. des années 2000, on va dire, voilà. Et 99, pardon, 99, la menace fantôme. Et Mhm. donc, je pense que aujourd'hui, Disney a fait quelque chose de vraiment différent et le vrai fan ne va pas forcément adhérer à ce qu'a fait Disney. Il va s'arrêter dans sa tête à l'épisode 6 terminé. Mhm. Et voilà. Je vois. Si tu veux, moi je vois mal déjà. J'arrive pas à voir l'avenir de Finn, Oui, l'acolyte de Rey. Je vois pas ce qu'il fait dans l'histoire parce qu'à un moment donné, ils ont voulu le mettre en couple avec Rey, mais ça fonctionne pas, ça marche pas. Y a pas d'alchimie, il y a pas mhm. de, il y a pas de, comment dire, tu ressens rien, il n'y a pas de Ouais. feeling, il n'y a pas d'émotion entre les deux Non, t'as persos. l'impression de voir des amis, quoi, enfin Oui, des des potos. amis. Pour moi, s'il y avait de l'inceste, il est là, l'inceste. Il n'est pas entre Luke et Leia, tu vois. Moi, j'en reviens là, toujours. Mais Ouais. écoute, Finn et Rey, pour moi, c'est deux amis. Ils ont rien à faire ensemble. Et Disney, ils veulent les coller à tout prix pour faire une espèce de couple mixte, là, pour le futur. Mais écoute, moi, tout ce que je souhaite, c'est que Finn, il crève dans l'épisode 9. Il a rien à faire dans Star Wars, je suis désolé. Il sert à rien. C'est De un... toute façon, il doit mourir parce qu'il est incarné par John Boboyega et c'est un Ouais. acteur de merde. Je suis désolé, je le Ouais. dis haut et fort, il sait pas jouer. Regardez juste toutes les scènes où on voit cet acteur. Essayez en mode muet, hein, vous coupez le son et essayez de visualiser l'émotion qu'il doit afficher. Et vous verrez que Ouais. vous ne voyez rien. Il ne Y a rien. dégage aucune émotion. Donc c'est pour ça qu'il est difficile de s'attacher à lui. Alors ok, il incarne un Stormtrooper, donc quelqu'un qui a subi un lavage de cerveau, ce genre de choses. Mais lui, il a pas, il est rien. Il n'affiche aucune émotion. C'est pour ça que quand tu le vois content, t'as l'impression qu'il fait la gueule. Donc tu sais pas s'il est content. Et c'est pour ça que la relation avec Rey déjà ne fonctionne pas. Je sais même pas d'ailleurs comment Rey arrive à s'attacher à Finn en fait. Il y a Oui, aucun moment ça fonctionne. Hein. il n'y a aucune construction entre les deux personnages, mis à part que l'un a sauvé l'autre et l'autre a poursuivi l'autre dans un marché pour prendre le faucon millénaire. Hmm. Ils ont piloté ensemble, ouais, c'est super, ok. Mais après, je veux dire, de là à être ensemble en couple, bon. Ben, normalement, pour les couples, alors ça reste une interprétation personnelle. Donc, on sait qu'il y a Rose, ce personnage totalement inintéressant Oui, et oui. qui sert aussi à rien, qui a embrassé donc Finn. Normalement, ça devrait être ce couple-là. Et pour Rey, il serait potentiellement, ça serait le pilote. Là, je me rappelle plus, celui-là qui est casse-cou et qui prend pour un con le premier ordre, là, le meilleur pilote de X-Wing. Donc, je pense Ah que ouais. ces deux-là risquent de finir ensemble. Enfin, il y a une couille dans le potage parce que j'ai vraiment du mal à croire que Rey va tomber amoureuse de Kylo Ren, mais il serait possible parce que tu vois, c'est ça la connerie. Il est incroyable qu'on peut pousser le vice jusqu'au bout. Enfin, Rey et Kylo Ren, t'imagines, en couple. Non, non, Mais non, ouais, non, mais non. oui, mais regarde, parce qu'elle le voit torse nu à un moment. Alors certes, c'est ridicule. Hein, la scène est juste ridicule avec le pantalon beaucoup trop au-dessus du nombril, ça n'a aucun sens. Mais quand tu regardes le regard qu'elle a, tu sens que tu vois ce que je veux te dire. Moi, pour moi, je sens à tous les coups ouais, ils vont finir ensemble. Ouais, enfin, il y a un truc, tu vois. C'est Bah, tu peux te poser des questions parce que, oui. comme on disait, hein, Disney, t'es pas sûr de comprendre ce qu'ils veulent faire. Hmm, Soit ils veulent faire un film avec. Moi, ça me rappelle un peu l'époque des dessins animés qui passaient à la télé où t'avais des compagnies américaines qui avaient fait Thundercats, ils avaient fait Mask, ils avaient fait Jace et les Conquérants de la Lumière. Enfin, hmm, je fais un peu un comparatif avec ça. Ils avaient fait un film pour faire des jouets. Un hmm. dessin animé. C'était un dessin animé pour faire des jouets, voilà, point final. Et il n'y avait pas d'histoire. Et moi, tout ce que je vois en ce moment là, c'est que Disney, ils font du fan service, ils font du merchandising, mais il n'y a pas de film, il n'y a pas d'histoire. C'est poursuite en vaisseau, poursuite dans les tunnels, on se tire dessus, explosion, étoile noire, c'est la fin. Mhm. Et c'est toujours pareil. Je trouve que Disney manque d'imagination. Pourtant, ils ont les moyens. Tu me diras pas qu'ils n'ont pas les moyens. C'est la Mhm. compagnie la plus riche actuellement qui a racheté beaucoup de compagnies en Amérique pour le cinéma et les chaînes de télévision. Ils ont une fortune énorme.
Mhm. Alors ils vont se faire beaucoup d'argent hein, avec ce film encore, mais le côté qualité, on va dire c'est un Star Wars, ok, mais imaginons que le film s'appelle différemment. Est-ce que, avec d'autres personnages, mais qui reprennent par exemple Leia et d'autres, Mhm. avec les mêmes noms, mais des acteurs différents, je suis même pas certain que ça fonctionne. Je suis pas certain que c'est le même impact, parce que tu enlèves. Tu mets un autre personnage qui joue Luke, tu mets un autre personnage Mhm. qui joue Leia, parce que bon, elle est décédée. Tu mets un autre personnage qui reprend le rôle de Lando Calrissian, Mhm. etc. Les fans vont pas aller voir ça, comme ils sont pas allés voir Han Solo, ça va pas marcher. Et pourtant, il y avait écrit Star Wars pour Han Solo. Parce que l'histoire est faible. L'histoire est Mhm. faible, et si les acteurs en plus ne sont pas là, catastrophe derrière. Ouais, non, je suis entièrement d'accord. On sent que ce qui a sauvé les films de la dernière trilogie, c'est parce qu'il y avait écrit Star Wars et que tout le monde espérait retrouver ce qui a fait rêver. Et c'est un peu le souci aussi. Alors, bien entendu, je suis pas en train de dire que les films n'ont pas de défauts, hein, puisque le Star Wars 7, c'est exactement Star Wars 4, je sais plus, ou le 5, oui, je crois que c'est le 4. C'est exactement le même film. T'as toujours l'étoile qui explose à la fin. D'ailleurs, elle explose de la même manière. T'as trop de similitudes. Et c'est vrai que, comme on l'a dit, peut-être qu'ils auraient collé mode reboot. Ça aurait été peut-être plus simple et peut-être mieux accepté quelque part. Mm. Mais comme tu l'as dit, certainement que les fans pardon, vont dissocier ça et continueront à apprécier Star Wars pour les premiers films et que cette dernière trilogie, ils vont cracher dessus tout simplement pour dire que c'est juste une honte Mm. à l'univers Star Wars. Et je suis d'accord sans être d'accord parce que il y a des bonnes choses un petit peu partout, comme ceux qui crachaient aussi sur la trilogie avec la menace fantôme, l'attaque des clones et la revanche des Sith, parce que beaucoup de gens ont gueulé contre ces films-là en disant que c'est du n'importe quoi, c'est pas du Star Wars, il y a trop d'explosions, c'est trop, voilà, des films un peu popcorn. Alors je prends ce terme-là, mais c'est pour en gros souligner la vision de certains envers ces films-là, et que je suis pas d'accord là non plus. On sent que finalement. Disney a voulu faire la facilité en proposant tout ce qui a marché dans Star Wars, exactement la même chose. A voulu juste dire, ben, vous voyez, vous aimez Star Wars, on vous renvoie du Star Wars, sauf qu'ils ont oublié que les gens ne sont pas non plus fans de Star Wars pour exactement la même chose. Ils sont Mm. fans de Star Wars pour tout ce que ça apporte, que ça soit le côté religieux, le côté spirituel, le côté guerre, l'espace, ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses qui font que Star Wars est Star Wars et que ça aurait dû avoir un peu plus de respect avec cette nouvelle trilogie qui n'est clairement pas le cas. Donc, est-ce que aujourd'hui on peut espérer un neuvième opus à peu près acceptable? Pour ma part, oui, je l'espère et je croise les doigts, mais ça fera de toute façon des millions et des millions et des millions de dollars de revenus, puisque le dernier a cartonné alors que tout le monde avait chié sur le 7. Preuve qu'au final, on gueule dessus, mais comme on est fan, Mm. on va quand même aller le voir. Et est-ce que toi aussi, qui es fan de Star Wars, tu vas aller le voir, mais malheureusement à contre-cœur quelque part? Euh, je te cache pas que je vais y aller, mais sans avoir la même motivation que. C'est-à-dire que je pourrais aller le voir peut-être, mais dans les 2 3 semaines après la sortie. Mhm. J'irai pas avec la même motivation parce que je sais au fond de moi que l'histoire a été gâchée à la fin de l'épisode 2 de la nouvelle trilogie là. Mhm. Et, euh, et surtout que je sens que ça va être fait à la va-vite parce que malheureusement avec les dernières, les derniers comment dire tribulations de Disney avec Han Solo, on a vu ce qu'ils ont fait Mhm. où t'as 15 minutes de film qui est bien et tout le reste tu comprends pas ce qui se passe. Mhm. Moi j'ai peur que comme j'ai dit tout à l'heure hein, ils envoient vite les scènes du début avec une explication rapide pour dire que Leia a disparu, le vaisseau de Mhm. Leia a disparu avec une flotte qui a été neutralisée par l'Empire, etc. Puis finalement on se rapporte rapidement au combat final avec une mise en place très très lente hein, pendant 1 heure et demie, 2 heures où il se passe rien. Moi Mhm. j'ai peur de ça surtout. Il y a beaucoup de gens qui ont été fans de Rogue One parce que je pense. Alors je sais pas si toi tu as cette théorie, Mhm. mais beaucoup de gens ont été fans de Rogue One. Et quand j'ai vu l'âge qu'ils avaient, c'était des gens qui n'étaient pas, qui n'avaient pas 14 15 ans
dans les années 80, si tu veux, Mhm. ou 90, pour avoir vu à l'époque en tant qu'ado la première trilogie. Et Mhm. c'était vraiment pour eux le premier vrai bon film Star Wars après celui de Mhm. 99, enfin la deuxième trilogie. Et ils n'avaient pas vraiment ressenti la première trilogie de 4, 5, 6 comme nous on l'avait fait, et ils ont aimé Rogue One pour ça, mais moi Rogue One je l'ai trouvé tellement lent, tellement un copier-coller mais fade de la première trilogie d'origine, dans l'esprit, toute cette Mhm. mise en place que tu as dans l'Empire contre-attaque, où tu as une période de réflexion des rebelles qui réfléchissent comment rebondir après avoir perdu tant de postes dans l'univers, des remises en question personnelles de Luke, des remises en question même de Yoda avant la fin de sa vie. Mhm. Dans Rogue One, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien de tout ça. Tu vois Jinlo, c'est Jinlo qui s'appelle, je crois, c'est ça. Je crois. Petite, voilà, qui se cache dans des cavernes, après on vient la chercher, elle devient la leader des rebelles pour détruire le radar, etc. Enfin, tout ça pour ça, quoi. Après, tu me diras, c'est important ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont pu donner les plans de l'étoile noire Mhm. au prochain rebelle. Mais, il se passe rien pendant 1 heure et demie dans ce film-là. C'est ça mon point de vue, quoi. Mais je vais t'aider un petit peu, enfin en tout cas accentuer tes propos. Il faut savoir que moi aujourd'hui, quand je regarde la première trilogie, même en version Blu-ray, tout ça, Ouais. je trouve quand même que c'est vrai, c'est lent, c'est mou, il se passe pas bien grand-chose, il n'y a pas tant d'action que ça, il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de blabla, ce qu'on retrouve au final aussi dans la deuxième trilogie avec la menace fantôme entre autres. C'est vrai que c'est très politique, il y a beaucoup de discours, t'as une ou deux grosses batailles, t'as quelques bien sûr duels de Jedi, mais au final ils se ressemblent pas mal. Et c'est vrai que quand Rogue One est sorti, je me suis dit qu'est-ce qu'il va apporter? Ah, soyons honnêtes, qu'est-ce qu'il va apporter? Puisque l'histoire, on la connaît déjà. On sait qu'ils vont réussir à Mm. apporter les plans. On le Oui, sait. oui, Puisque, voilà, voilà. voilà. Et c'est là le gros souci. C'est pour ma part, il ne sert à rien ce film. Et Mm. j'ai chié sur le film en le critiquant. J'ai dit que c'était pas un bon film. Certes, il est beau, il y a de beaux décors, tout ça. Mais les personnages sont pas attachants puisque tu ne peux pas t'attacher à des gens qui vont mourir. Tu le sais qu'ils vont mourir dès le début puisque Ouais. tu n'entends jamais parler d'eux au final. Donc tu sais qu'ils sont morts. Et ce qui fait que, comme tu le dis, c'est très mou, il se passe pas bien grand-chose. Alors oui, on te montre, je me rappelle plus du personnage qui est aveugle, qui dit la force est avec moi, la force est avec moi, je ressens la force. Et tu le vois, tu as les tirs de blaster qui le loupent et tu le vois avancer dans les tirs et tout. Tu as toute une symbolique qu'au final, la foi, le guide. Et tu te dis, ouais, mais non, ça fonctionne pas. C'est qui ce vieux aveugle avec son meilleur ami qui a une énorme Gatling et qui au final va mourir aussi comme une merde? Il avait pas vu sa mort, hein. Non, voilà, il a rien vu, mais alors je comprends le message, tout ça, mais ça fonctionne pas. Et le pire, c'est que dans ce film-là, tu vois quand même des pseudo-rebelles. Alors tu ne sais pas s'ils font partie vraiment de l'Alliance rebelle, mais ce sont des rebelles qui s'en prennent à des Stormtroopers qui, sur le moment, nous, quand on les voit, il se passe pas grand-chose, et tu vois une espèce de d'attaque kamikaze, comme tu vois ben, malheureusement en Irak, ce genre de choses, où tu vois des Ouais. militaires américains qui se font bombarder, mais c'est la même chose. Tu vois, j'ai ressenti cette scène, et c'est ce que j'avais dit dans ma critique. J'ai dit, mais j'ai l'impression de voir des soldats américains se faire attaquer par des terroristes, alors que Mm. pourtant ils sont supposés dans le bon côté, ces rebelles-là. Tu vois, ce genre de choses me pose problème, et donc pour moi, Rogue One n'est pas un bon film. Et pourtant, comme tu le dis, il y a beaucoup de gens qui ont apprécié Rogue One parce que soi-disant il a apporté des choses, qu'il était aussi bon que la première trilogie, parce que Oh là c'était là. exactement le. Et je dis, ah, mais Ouais. non, non, pas du tout. Et c'est dommage parce qu'au final, même si Star Wars 7 a des défauts, il apporte pas grand-chose, mais au moins il a plus de respect déjà envers la première et la deuxième trilogie, même si c'est exactement le même film, mais au moins il a plus de respect parce que tu sens que juste J.J. Abrams qui était fan, qui a voulu écrire son histoire en disant bah, je vais reprendre tout ce qui a marché, puis bim, ok, mais au moins déjà il se passait un peu plus de choses visuellement au niveau des personnages et tout que dans Rogue One, quoi. Mm. Mais Bah, ouais, tout à l'heure, je voulais te dire que Captain Phasma, en mourant en 10 secondes comme une merde, a plus de charisme que Finn pendant 3 épisodes. ouais, Mais, ça mais, mais aussi. là, je voudrais même te dire que je trouve que la menace fantôme, la course de pod racer, a plus de charisme que 1 heure et demie de Rogue One. Mais ouais, non, mais ouais, voilà. Mais après, c'est vrai qu'en fait, quand tu regardes tout Star Wars, t'as toujours une scène qui nous a marqué. Donc, dans La Menace Fantôme, et c'était la course de pod. Dans l'attaque des clones, c'est
certainement la bataille de Geonosis, dans la revanche des Sith. Alors moi, une des scènes qui m'a quand même pas mal marqué, c'est quand tu vois Anakin avec la musique de la marche là de guerre, où tu vois les soldats derrière lui pour entrer dans le temple Jedi et aller Ouais. tuer tous les petits Jedi. Et ça, tu vois, ça m'a touché, impacté. Il y a eu la bataille de Hoth aussi qui a pas mal marqué. Enfin, tu vois, il y a toujours une scène qui marque bien plus que les autres. Mm. Mais étrangement, dans Rogue One, qu'est-ce qui m'a marqué? C'est le générique de fin parce que enfin c'est terminé, quoi. Mm. Ah, je vois ce que tu veux dire, hein. Moi, c'est plus le fait de savoir comment ils allaient digitaliser Leia à la fin. Alors, Et j'ai été assez impressionné par le travail qu'ils ont fait, hein. oui. C'était vraiment très bonne qualité, hein. Tu ressens pas que c'est un robot entre guillemets qui parle. Hmm. Tu le ressens pas, hein. C'est vraiment impressionnant. C'est Ouais, t'as assez l'impression que c'est bluffant. elle. Ouais, c'est bluffant vraiment. Mais le problème, c'est qu'on l'exploite quelque part. C'est triste, mais elle est Ouais. exploitée pour de la merde pour l'instant, en tout cas de ce qu'on voit, parce que même son personnage, qui est un personnage fort dans la nouvelle trilogie, mais elle passe à côté, elle sert à rien, quoi. Autant te dire qu'elle Ah, serait pas hélas, là, hélas, ça me ferait le même hélas. effet. Alors quand tu la vois faire les retrouvailles avec Han Solo, Hmm. mais t'es là en mode, mais en fait, pourquoi ils se sont séparés? Hmm. Bah oui, c'est la question. Pourquoi? Oui, Et oui. il t'explique ça en petit dialogue en mode, ouais, mais tu te souviens, t'étais un peu, et t'es là, tu fais, hein? Mais attends, mais what the Ouais, fuck? ouais, ouais. Mais tu sais, il y avait une interview intéressante dans une émission des Saturday Night Live, hein, des années fin années 80, où tu avais Carrie Fisher qui était venue parler du retour du Jedi, enfin Hmm. début années 80, hein. Et elle disait que l'intervieweur lui demandait alors quels sont vos projets avec Han Solo pour le futur. Elle disait bah, à mon avis, Lucas va sûrement nous faire voyager dans la galaxie avec nos enfants sur une autre planète. Hmm. Mais ça sera pas fait tout de suite. Lucas veut faire les films dans environ 10-15 ans. Et Lucas, à l'époque, avait déjà l'idée de faire les films, mais fin années 90, voire début 2000. Hmm. Et sans ces acteurs-là, en fait. Il voulait faire évoluer les acteurs dans le futur avec d'autres personnages. Et c'est ce qu'il a fait, finalement. Hmm. Mais tu vois, l'idée de... Tu te demandes, en fait, exactement ce qui s'est passé entre l'épisode 6 et l'épisode 7, parce il y a une marge énorme. Hmm. C'est énorme, la marge Bah oui, de parce que tout on ce qui est sait que dans déroulé. l'épisode 6, pardon, excuse-moi de te couper, Non, vas-y. dans l'épisode 6, bah voilà, Dark Sidious, il meurt, mais l'Empire en elle-même ne s'écroule pas. Puisque Ouais. l'Empire, c'est pas juste une personne, certes, Oui, c'était lui voilà. qui était à la tête, mais l'Empire, c'est des millions et des millions de soldats partout dans la galaxie, des millions Hmm. de structures. Ouais, Et tout voilà. d'un coup, tout s'est écroulé et on a le premier ordre qui essaie de reprendre les valeurs de l'Empire avec leur petite touche en Hmm. mode nous, on va tout bousiller parce qu'on est vénère. Et qu'est-ce qui s'est passé et Ouais, ouais. d'ailleurs, c'est triste parce qu'on sait que techniquement, on va revoir quelques anciens vaisseaux de l'Empire dans Star Wars 9, donc un Hmm. hommage aussi, mais on n'a toujours pas les réponses de qu'est-ce qui s'est passé. Ça aussi, bah, de Ouais. toute façon, il manque trop de réponses et c'est vrai que c'est dommage. C'est pour ça que la relation Han Solo, Leia ne fonctionne plus du tout. Quand tu les revois, ben, t'as la nostalgie des vieux acteurs, mais t'as pas la nostalgie du couple, parce que tu Oui, ne oui. comprends pas pourquoi ils se sont séparés, enfin plus ou moins séparés, pourquoi ils sont en froid, tout Hmm. ça. Même avec leur enfant. Oui, Je veux oui. dire, quand t'apprends que c'est leur enfant, t'es là, tu fais. What the fuck? Attends, alors Kylo Ren c'est leur enfant, mais Kylo Ren en fait, il s'est entraîné avec Luke, mais Luke a essayé de le buter, mais ils se Hmm. sont pas très bien compris, et donc Kylo Ren est devenu mauvais. Hmm. Ok. Bah, ouais, malheureusement, tu vois, les épisodes que Disney aurait dû faire, bah, c'est ceux-là. C'est ceux-là dont on parle après l'épisode Hmm. 6, mais juste après. Malheureusement, peut-être le fait de ne pas pouvoir prendre des acteurs ressemblants pour jouer les rôles jeunes de Leia et Han Solo, etc., et des autres, Hmm. ça posait problème. Mais tu vois, même l'happy ending que tu as à la fin du Retour du Jedi, qui est une des plus ridicules, hein, je trouve, avec Hmm. les Ewoks qui chantent, Ouais. etc. Enfin, quand t'es enfant, je veux dire, moi quand j'ai vu le film, quand j'étais enfant, j'avais quel âge? Oh là là, j'avais 6-7 ans quand le film est sorti, si tu veux. Hmm. Quand je l'ai vu à la télé, je veux dire, 7-8 ans, là j'avais 7-8 ans. J'ai trouvé la fin sympa, mais quand tu y réfléchis, c'est n'importe quoi parce que tu te dis finalement, ouais, comme tu dis, l'empereur, voilà, il est mort. Dark Vador, pareil, il enlève son masque, il peut plus respirer, il décède. Hmm. La base explose.
Et c'est comme si tous les soldats qui avaient des convictions pour l'Empire allaient se rendre. Ah bah merde alors, il n'y a plus de chef. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait? Bon, allez, c'est bon, on arrête. Tu vois? Ouais, Non, non, mais mais clairement. on va garer nos vaisseaux sur la planète, tranquille, c'est fini, voilà. Il y a bien un traité de paix à signer, il y a bien des conditions. Ça fait une happy ending dessin animé années 80, quoi. Et, et Voilà. surtout, en plus, comme on l'a dit, les rebelles, il n'y en a pas des masses. Donc les rebelles n'ont pas pu Oui, tuer tout l'Empire. déjà, déjà. Hmm, Donc toute cette partie là où t'as l'Empire avec des sous-chefs sûrement qui voulaient prendre le pouvoir à un moment donné, bien sûr. ils se sont pas laissés faire, ils ont pas été voir les Ewoks et dire ah vous êtes trop forts, on arrête. Hein. Ah mon Dieu, vos petits cailloux, ils sont Ah non, mortels, non, quoi. les bouts de bois, les arbres, ça fait mal, hein, c'est bon, ça, j'arrête. Hein. Je rends les armes, hein, je rends mes lasers et mes canons destructeurs de planètes, ça vaut pas le coup. Hein. Non mais c'est... Non mais... Et justement, c'est peut-être aussi le souci, c'est que c'est pas Lucas qui a continué à écrire et qui a fait, enfin pas forcément fait les films, mais qui a continué à écrire l'histoire en fait. Et c'est peut-être ça le gros défaut au final. On pourra toujours reprocher de ce qu'a fait Disney, mais Disney a fait ce que voulaient les fans en fait, du fan service. Oui, Il a pris les acteurs que nous aimons, parce que demain je te dis, ouais mais Han Solo c'est plus le même acteur, c'est pas Harrison Ford. Mais il y en a plein qui auraient fait ah non mais je vais pas voir ce film, c'est de la merde. Et c'est ouais, vrai, ouais. c'est triste à dire, mais nous fans, on est aussi responsables quelque part, bien Ah entendu oui, entre guillemets, ah oui. de ces merdes. Oui, c'est évident. Après, tu vois, je trouve que il a fait beaucoup d'efforts, l'acteur qui jouait Han Solo. Oui, Je l'ai pas trouvé mauvais, et même j'étais surpris par des petites mimiques qu'il a travaillées, qui étaient celles d'Harrison Ford, avec les yeux plissés, le regard un peu profond. Après, la coupe de cheveux, peut-être qu'elle colle pas énormément à ce que on aurait espéré dans oui, l'idée. on peut imaginer des choses, mais c'est difficile aussi parce qu'on n'avait Ouais. jamais vu Han Solo jeune. Il a une apparence trop années 2000, alors que le film c'est plus 70s quand même dans l'idée, quoi, on va dire. Tu sais qui me fait penser avec sa veste à... Ah merde, comment il s'appelle dans le retour... Enfin, dans... Oui, le retour vers le futur, tu sais, le gamin, là. Bah oui, mais c'est celui qui va voyager avec le Doc, avec la bagnole. Ah, je me rappelle plus de son Ah, nom. Marty. Oui, oui, mais il me fait penser à Marty. Tu regardes, tu les mets côte à côte avec leur veste, ils se ressemblent pas Ah, mal, hein. oh, Ah non, il si, fait moi plus je trouve. baraque. Marty, il est petit, il Oui, est frêle. Hein. ouais, mais si tu le mets un peu plus baraqué, ils ont des points communs, hein. Oui, bah déjà, tu me parles d'une chose, c'est la taille. C'est-à-dire que l'acteur qui joue Harrison Ford, il est beaucoup plus petit qu'Harrison Ford. Hein. Hmm. Il y a un problème de ce côté-là déjà. Hein. Alors peut-être qu'à la télé, ils ont essayé de le faire grandir, mais ça colle pas, quoi. Ça Bah colle après, pas. moi, après, je lui reproche enfin son non charisme. Et en fait, ça, c'est aussi parce qu'au niveau de la réalisation, c'est pauvre. En fait, même enfin, un acteur pas très charismatique, il suffit de le sublimer avec quelques effets de lumière, des plans de caméra, des dialogues aussi. Et malheureusement, dans ce film, il n'y avait rien du tout. Ouais. Et il y a aussi des questions qu'on se pose. Par exemple, ces fameux dés qu'on voit qui se trimballent, tu vois, ces dés qui sont supposés être ultra importants, qu'on n'exploite jamais au final dans toute la saga, alors qu'ils sont supposés être accrochés sur le rétroviseur, je sais pas, Oui, du oui, oui, Faucon oui. Millenium, qui disparaissent au fur et à mesure de la saga de Star Wars. Tu vois, ça aussi, il y a de l'importance, mais on l'oublie très vite. Et au final, en fait, avec Lucas, il y avait des choses importantes qui ont disparu petit à petit, ou des trucs qui étaient super importants, qui met en mode, bah tiens, regarde les midi-chloriens, ou mode l'immortalité, ça existe. Mais on n'explique pas. Et ça, je pense que finalement, même Lucas a fait de grosses erreurs qui ont posé problème sur toute la saga, en fait. Oui, mais il y a un truc. Moi, il y a un truc qui me ferait rire, hein, mais qui me casserait le moral pour m'enfoncer encore plus. C'est Hum. à l'époque, t'avais les films Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Moi, j'aurais adoré voir une parodie d'Han Solo parce qu'elle est tellement facile à faire. À un moment donné, si tu veux, j'imagine très bien Han Solo conduire dans sa bagnole et le mec à côté lui demande: mais c'est qui t'a offert les dés là? Ah bah c'est Al Pacino dans Scarface qui me les a filés. Tu vois, mais tellement c'est débile quoi, et tellement c'est ridicule. Certaines scènes, certains plans de caméra, et comme tu dis, hein, ils ont essayé de faire des zooms en profondeur du bas vers le haut pour rendre Han Solo plus grand, surtout dans les combats contre Chewbacca. Alors la rencontre entre Chewbacca et Han Solo, alors faut se taper sur la gueule pour... Non mais bon, Hum. en plus quand tu vois Chewbacca qui fait une bouchée d'un Stormtrooper qui le plie en deux, Hum. sincèrement, je comprends pas qu'Han Solo soit resté en vie plus de 10 secondes dans la prison.
Enfin, il y a des Ouais, choses bizarres. surtout Chewbacca qui est toujours en vie, puisqu'on sait que normalement ils sont supposés avoir été exterminés déjà à la base avec les premiers clones Ouais. dans la Revanche des Sith, tout ça, ils avaient supposé avoir exterminé toute la population des Wookiees, mais aussi même l'Empire ne garderait pas vivant, enfin sauf pour... oui, alors vous allez me dire, ouais mais c'est comme un animal de cire qui le maltraite, c'est pour s'amuser. J'ai vraiment du mal à croire, enfin c'est ça aussi, c'est qu'on nous dit que en fait l'Empire est extrêmement mauvais, il n'hésite pas à tuer en masse, etc. Et il garde un Wookiee en vie pour on sait pas quoi, pour des combats en mode ouais c'est trop drôle. Quel est l'intérêt? Ouais. Enfin, je sais pas. Voilà, il y a des questions comme ça qui se posent. C'est vrai que la rencontre est assez bizarre. Et l'autre, oui je te comprends, je parle le Wookiee, hein? D'accord. Oui, 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 oui. Ouais, bon, Ok. c'est ridicule. Mais tu vois, si tu veux parler d'un épisode intéressant, vraiment, pour moi, c'est l'Empire contre-attaque. Quand il y C'est a. celui-là qui t'a le plus marqué? Ouais, moi, c'est celui-là qui m'a le plus marqué au niveau de l'intrigue. Parce que tu pouvais voir à l'époque ce film comme un film d'action. Et je trouve qu'il fait bien la transition entre le un et le 3 en fait. Mhm. Il est bien placé. Et c'est limite, s'il avait été à la suite du premier épisode collé sur un film de 4 heures, je pense il aurait peut-être eu moins d'impact, beaucoup trop longuet, quoi. Mhm. Ouais. Mais là, le fait que ça soit un film entier, à part, avec un côté vraiment réfléchi, un côté euh, un peu thriller, Ouais. le côté action est beaucoup moins prononcé. Si tu enlèves la mission d'hôte au début, bah finalement c'est un espèce de soap opéra avec comme tu peux voir à midi avec les feux de l'amour. Mhm. Il y a le père, la petite amie, enfin les scènes pourraient se passer dans un espace clos pendant un certain laps de temps sans qu'il se Mhm. passe rien autre chose à côté, ça suffirait, comme une pièce de théâtre. Et moi j'ai adoré le côté comment dire où le moment pardon où t'as Luke qui doit justement affronter son père sur Dagobah pendant Mhm. sa formation. C'est un moment magique qui vraiment donne de l'ampleur au personnage de Luke. Mhm. Je sais pas comment toi tu l'as vécu ce moment. Mais oui, je suis assez d'accord pour que l'Empire contre-attaque soit, comme tu dis, finalement peut-être l'un des meilleurs Star Wars. Hein. Encore une fois, chacun a son avis. Moi, je trouve que pour ma part, si je devais en citer un, parce que la scène de Dagobah, tu vois, elle est touchante. En même temps, bon, bah, tu vois Yoda en mode un peu chelou, tu vois, on dirait un vieux drogué. Ouais. Perdu dans sa forêt, tu sais, mais qui vit aussi à côté d'un milieu obscur, parce qu'il y a la petite forêt, enfin l'endroit où justement Luke doit pas rentrer parce que sinon il va voir des choses, et c'est là où il va voir entre autres quand Dark Vador, et quand tu vois le casque tomber, tu vois la tête de Luke à l'intérieur, t'as toute une symbolique, et en gros c'est beau, donc c'est vrai que ce film est assez impactant, mais moi c'est l'attaque des clones. Ah, Je vais d'accord. me faire haïr, mais je vais m'expliquer. Alors attention, accrochez-vous à votre slip. Pourquoi je l'aime bien et pourquoi c'est l'un de mes préférés. Attention, moi j'aime beaucoup toute la saga en général, mais le 2 m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, c'est là où on voit véritablement l'évolution de Anakin Skywalker, on sent qu'il peut basculer à tout moment dans le côté obscur. On sent que ce qu'il veut, c'est juste vivre sa vie, tu vois. Il n'a pas envie d'être forcé de faire des choses, il a envie d'être amoureux, tu vois. On sent l'adolescent boutonneux, tu vois, qui apprend les choses de la vie, qui a eu son premier coup de foudre. Et tu vois, ça m'a marqué parce que bah, je me sentais un peu comme lui, tu vois. J'ai envie de tomber amoureux, tu vois. J'ai pas envie qu'on me donne des ordres, de me forcer à faire des choses. Et on sent qu'il a envie de profiter de la vie, mais que d'un côté, il a l'ordre Jedi, qu'il essaye d'être respecté par eux, tu vois, il essaye de monter en grade, il a Obi-Wan qui considère comme un père, mais en même temps, on sent que Obi-Wan ne l'écoute jamais, parce que tu vois, t'as toujours Anakin qui lui parle, et t'as Obi-Wan qui lui fait ouais, ta gueule. Ouais, tu sais, tu sens voilà, ce combat qui est difficile pour lui, parce qu'il essaye d'être respecté, et on le respecte pas, en fait, ou en tout cas, on lui montre pas de respect. Il y a aussi ben, la naissance réelle de l'Empire, puisque à ce moment-là, les clones arrivent, et les séparatistes, c'est fini, puisque Dark Sidious se sert
des séparatistes pour que la guerre continue, et quand les clones vont débouler, il va se servir maintenant des clones pour construire son armée. Donc là, tu vois la puissance de Dark Sidious et donc du chancelier Palpatine en mode je vais tous vous manipuler, politiquement parlant, en mode guerre, etc. Et c'est ultra impressionnant. T'as aussi les dialogues de Yoda quand il explique que la guerre ne fait que commencer, donc ça aussi ça touche. Enfin, il y a plein de scènes comme ça, même le combat entre Yoda et le comte Dooku, et en fait ça nous montre que Yoda, il est vieux. Tu vois, oui, avec un sabre laser, il est extrêmement impressionnant, il se déplace comme une petite sauterelle, c'est impressionnant à voir. Mais par contre, quand il utilise la force, tu sens que il est plus tout jeune, tu vois, il a plus de mal à contrôler les objets. C'est d'ailleurs pour ça que le comte Dooku lui balance un objet à la fin du combat, ce qui lui permet de s'échapper. Alors que si ça avait été, soi-disant, comme il le dit, et comme tout le monde le dit, le Jedi le plus puissant, il aurait pu très bien contrôler l'objet avec sa main et continuer à se battre, tu vois, ou même le rebalancer de suite. Donc ça nous montre qu'en fait, Yoda est vieillissant, l'ordre Jedi dépérit quelque part, qui n'ont plus le contrôle sur ce qui se passe, ils n'arrivent plus à faire quoi que ce soit, et que justement le côté obscur va enfin se libérer et prendre tout son potentiel avec donc justement le chancelier Palpatine qui va se transformer enfin en Dark Sidious, qui va enfin avoir son élève à ses côtés, donc le jeune Anakin. Tu vois, il y a toutes ces images que je retrouve dans l'Attaque des Clones. Alors je sais que il y a un côté un peu plus popcorn parce qu'il y a pas mal de... Enfin, il y a une grosse bataille surtout sur Geonosis, mais ça nous montre ce que va être en fait l'avenir de la galaxie. Une guerre perpétuelle. Et c'est pour ça que j'adore l'Attaque des Clones. Oui, mais c'est... On va dire que l'Empire contre-attaque, Yoda, c'est la petite flamme en fait qui représente tous les Jedi de l'époque, représentés en lui. Quand Luke rencontre Yoda, tu vois cette petite étincelle au fond des yeux qui représente tout le passé de la grandeur des Jedi, mais tellement effrité, tu ressens toute cette c'est une flamme fébrile quoi, qui peut s'éteindre à tout moment. Et exactement. Et quand Yoda décède, le flambeau est vraiment passé à Luke, mais on va dire que ça se joue à rien quoi, l'avenir des rebelles avec le futur Jedi, le futur grand Jedi. D'ailleurs, tu vois, dans le Retour du Jedi, quand il affronte Jabba et qu'il arrive dans son habit noir là dans le palais, c'est là que tu vois qu'il a pris de la grandeur, Luke. Mais il a fallu quand même attendre pas mal d'épisodes pour qu'il fasse un travail sur lui-même et tout. Et tu vois, ça prend 2-3 épisodes. Alors que moi, ce que je reproche au côté Disney, là, c'est Rey, voilà, elle a pas de formation, elle manie le sabre, tout ça rapidement. Et ça me dérange pas, tu vois. Et ça, j'ai vraiment du mal, encore une fois, à le concevoir. On l'a expliqué, Lucas l'a expliqué, c'est les midi-chloriens. Je sais, c'est chiant cette réponse, mais c'est une réponse officielle. Le taux de midi-chloriens fait que vous allez utiliser la force plus ou moins facilement. Est-ce qu'il l'a expliqué dans le film qui se déroule? Tu vois, l'épisode 7, les gens qui vont voir l'épisode 7 au cinéma, qui voient ça... Ah non, ils le savent pas. Ah non, c'est ça qui me dérange, moi, tu vois. Oui, mais encore une fois, à ce moment-là, à qui est destiné ce film? Est-ce qu'il est destiné à des nouveaux venus ou est-ce qu'il est destiné uniquement aux fans qui ont vu, qui sont fans de Star Wars? Non, il est destiné uniquement aux fans. Il sert qu'aux fans. C'est du film pour des fans. Et c'est là le souci, c'est que d'un côté, les fans, est-ce qu'ils auraient accepté un film qui décide de s'ouvrir à un nouveau public, donc comme tu dis, un espèce de reboot ou un new generation avec l'accent English, ou est-ce que les fans auraient quand même préféré un film un peu fan service, un peu peut-être trop facile parce qu'il reprend exactement tout ce qu'on a déjà vu, mais c'est du Star Wars, tu vois? Elle est là la véritable question, et c'est difficile d'y répondre parce que tout le monde n'est pas ouvert, et quand on regarde, que ça soit la saga Alien, que ça soit Terminator ou autre, dès que les fans sont devenus mais vraiment très très fans, soi-disant plus fans que les autres parce qu'ils sont fans, ils sont vus, ils connaissent tout par cœur, dès que tu leur proposes quelque chose de différent, ah non, ta gueule, c'est de la merde. Donc tu vois, et ça c'est un gros souci, et je pense que Disney, bien sûr, ils voulaient de l'argent, mais ils pouvaient largement proposer quelque chose de neuf, mais ils savaient très bien que leur public allait gueuler s'ils proposaient quelque chose de différent. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont proposé Star Wars. Et les gens étaient pas contents, mais pourtant ça a fait des milliards. Donc quelque part, c'est que les gens étaient contents. Tu vois, c'est après il fallait bien que tous aillent voir au moins une fois pour voir si c'était vraiment aussi mauvais ou aussi bon que d'autres avaient dit.
Bien c'est ça le entendu. problème. Bien non, mais même, tu regardes le trailer, tu regardes. Aujourd'hui, les bandes annonces nous racontent plus ou moins ce que tu vas Ouais, voir. Sans. 90% du film, il est dans Voilà. la Donc dans bande-annonce, la hein. bande-annonce, tu voyais que ça sentait le sapin, tu revoyais les mêmes décors, tu voyais des acteurs qui n'ont pas de charisme, hein, de Finn par exemple, le personnage de Finn, tu voyais Kylo Ren, tu vois, tu avais des trucs qui tu te dis, ok, c'est pas bon signe. Donc Mm. voilà, c'est pour ça que je peux gueuler, mais sans, tu vois, sans vraiment me dire Disney est 100% responsable, bien sûr, parce que c'est eux qui ont fait des choix. Mais est-ce qu'on n'est pas aussi problématique dans ce choix-là? Je Mm. pense que si, en tant que fan. Mais par contre, tu vois que Rey ait des pouvoirs, qu'elle sait les utiliser, par contre, tu vois, non, ça c'est pas un souci, ça me dérange pas. Par contre, c'est le personnage de Rey est pas intéressant, tu vois, on en a rien à foutre. Même si elle deviendrait un futur Jedi, je m'en bats les couilles, elle n'est pas intéressante, tu vois. Son histoire, là, tu sais, quand t'as Kylo Ren qui lui dit mais tu connais la vérité, tes parents c'était des pauvres fermiers ou je sais pas quoi, et ils Ouais. t'ont abandonné. Là, tu fais, mais même si c'était ça la vérité, je m'en fous, ça la rend pas plus touchante, malheureusement, parce Mm. qu'elle n'est pas intéressante. Il y a des problèmes d'écriture monumentales. Là où Lucas, en fait, c'est ça toute la beauté du travail de Lucas, même s'il y a des défauts qu'on a pu souligner depuis le début de ce podcast, c'est qu'il a construit son histoire au fur et à mesure, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça, comme on l'avait dit au début, on sent que le premier film Star Wars aurait pu s'arrêter. Mais comme il a eu du succès, ben, il s'est dit, bon, bah, tiens, je vais continuer l'histoire. Et d'ailleurs, même certains acteurs n'étaient pas au courant de certaines vérités, comme par exemple, Je suis ton père, l'acteur qui incarnait Dark Vador, ne savait pas si c'était vrai ou faux. Personne y Oui, croyait. oui, Et oui, quand, oui. quand Lucas a dit, mais si, si, c'est bien vrai, ils sont Mm. tombés des nues. Et c'est ça qui est incroyable, c'est la force de l'écriture sur le moment. Tu vois, il a peaufiné à chaque fois, il a fait des détails. C'est aussi les problèmes, c'est que du coup, je pense que les midi-chloriens, l'immortalité, il y avait déjà pensé, mais comme il les a pas fait sur son histoire, sur sa première trilogie, il a dû les emboîter dans la deuxième trilogie, ce qui posait des petits problèmes de incohérence ou de questionnement en mode Mm. et Qui-Gon il est vivant, mais alors pourquoi on les voit pas, on l'a pas vu dans la première trilogie? Et le problème c'est que Disney n'a pas ce talent-là d'écriture à lui. Enfin, Disney c'est une boîte qui ont les moyens financiers, ils peuvent embaucher des gens très talentueux, mais comme ils veulent faire de l'argent, ils vont leur dire, écoutez, vous devez faire un film qui respecte les fans, donc faites ce que veulent les fans. Ça veut dire du Star Wars. Ne vous posez pas la question de créer une nouvelle histoire. Non, faites du Star Wars. Du coup, bah, les gens ont fait du Star Wars et on scoltine cette dernière trilogie qui est catastrophique parce que plus rien n'a de sens. Et en réalité, elle aura du sens si on nous propose une pré-trilogie après, comme Et a fait. une bonne fin surtout aussi, ça peut Oui, sauver les choses. bien sûr, une très bonne fin. Mais derrière, Disney peut très bien faire ce qu'a fait Lucas, faire une deuxième trilogie qui va Ah bah ça, raconter Mais oui, mais ouais. dans un sens, Mm. ça aurait du sens, ça nous répondrait aux différentes questions. Le souci, c'est est-ce qu'on en a envie, vu la qualité de cette première trilogie offerte par Disney? Non, la réponse est non. Mais s'ils nous la proposent, j'irai les voir. Non mais Parce qu'il y a des questions, j'en peux plus, je veux les mm. réponses. Non mais il y a une chose qui est certaine, c'est que cette trilogie a été faite avec les enfants d'Han Solo et Leia et puis sûrement peut-être de Luke et je ne sais qui. Et elle a été Non, ça, je faite, crois pas. ouais moi non plus, elle a été faite dans le temps beaucoup plus tard pour justement qu'il y ait un préquel à cette trilogie qui va arriver pour faire comprendre comment l'Empire a survécu après l'attaque des Ewoks. Hmm. Et puis, non Les mais Ewoks bon, ont je dis dominé le ça avec monde. beaucoup de sarcasme, mais si tu veux, quand tu y repenses, c'est une fin what the fuck, hein, quand tu y repenses, hein, Mais pour c'est moi, c'est moi, les bronzés font du ski, tu vois, avec les Ewoks, quoi, à la fin tu de... parles de l'Empire qui détruit des planètes, qui extermine des gens, des rebelles qui essayent de survivre tant bien que mal et d'affronter un danger qui est 1000 fois plus puissant qu'eux, des Sith et des Jedi, la Force, t'as Dark Sidious, le maître Ouais, incontesté qui se fait poignarder dans le dos par son propre élève qui est considéré comme un fils, puisque c'était son fils, on découvrira que plus tard, mais voilà. Et là, tu as des Ewoks qui chantent et qui dansent et tu fais, ouais, bon, ouais, ça colle pas à l'ambiance, mais en même temps, ça nous fait écho au quatrième opus où tu avais tous les humains qui fêtaient leur victoire contre l'étoile de la mort, qui ont survécu, qui ont réussi on va dire, battre l'Empire sur leur terrain contre une technologie surpuissante qui pouvait détruire des planètes. Voilà, il y a un petit écho là-dessus, mais c'est vrai que les mm, Ewoks, ça fait quand même bien ridicule. Mais oui, bon, ça oui. fait vendre des peluches. Hein, Oui, Jar Jar voilà, Binks. voilà, voilà. Il l'a avoué, hein, d'ailleurs, après qu'il avait fait... il avait créé ses personnages hein, pour faire du petit commerce.
Mais à l'époque, c'est vrai que les acteurs ne savaient pas que l'acteur qui jouait Dark Vador allait lancer cette phrase à Luke, hein, je suis ton père. Il y avait que Oui, non, mais surtout qu'il n'y croyait pas. Enfin, que pour ouais. lui, c'était juste un mensonge dit par Dark Vador pour le manipuler, alors que non, non, c'était bien la vérité. Ouais, il y avait que Mark Hamill qui était au courant de la scène. Et justement, pour que le secret soit bien gardé. Et Mark Hamill révèle d'ailleurs, lors du tournage du premier film, l'épisode 4, que le script il avait passé à toute sa famille, fier d'avoir eu le rôle de Luke Skywalker, hein, de jouer un film d'aventure spatiale, on va dire, à Hmm. l'époque. Et il avait filé ça à toute sa famille, le script, alors que par contre, l'Empire contre-attaque, il avait interdiction d'en parler autour de lui Hmm. pour la moindre scène. Ah ben oui, C'était normal. assez amusant le changement d'esprit, le changement de décor dans la tête de Lucas, hein, qui a vu tout de suite la machine à cash et puis l'engouement qu'avaient eu les gens à l'époque. Parce qu'il Je... faut dire que quand le film est sorti au cinéma, on n'a pas commencé seulement à se déguiser dans les cinémas à partir des années 2000. Hein. Les gens allaient au cinéma avec leurs sabres laser, leurs Hmm. jouets, etc. Mais après, je sais pas si c'est tout de suite dit, tu vois, ça se vend comme des petits pains, les sabres laser et tout, mais on sent quand même qu'il avait conscience qu'il avait créé un monument dans l'univers du cinéma, dans notre univers à nous, quoi, parce qu'il avait créé un film incroyable qui rassemble quelque part toutes les communautés, toutes les passions, toutes les couleurs, toutes les religions, quelque part, qu'on soit chrétien, musulman et tout, on peut aller voir Star Wars et l'apprécier parce que il n'y a pas de question de... Enfin, si, on peut interpréter, mais chacun peut interpréter à sa manière. Au final, toutes les interprétations sont bonnes, quelque Mhm. part, même si Lucas a essayé d'apporter quand même des réponses solides, mais on peut l'interpréter à sa manière. Et c'est ce qui est beau avec Star Wars, et c'est pour ça qu'après, ben, derrière, c'est vrai que les produits dérivés, on va pas se le cacher, Lucas, ça s'est dit, ça sent le bon filon, et il va Ouais. en profiter. Mais il a eu bien raison, parce que honnêtement... j'en ai acheté et j'achète encore des conneries Star Wars, même encore aujourd'hui, hein. Ouais, Quand ouais. tu vois le Lego à 700 euros d'un vaisseau pardon, de l'Empire, ça donne envie quelque part. Bah, tu te demandes parfois si c'est le prix qui te conduit à donner de la valeur à un objet. Par exemple, il y a un truc tout bête, hein, Carrie Fisher parlait de ça aussi, c'est qu'à un moment donné, Lucas leur avait fait signer des contrats d'exclusivité avec leurs droits d'image de leur Mm. personnage. Et Lucas avait sorti carrément un shampoing à l'effigie de Carrie Fisher de Princesse Leia, et il fallait lui tourner la tête pour enlever le shampoing. Et c'est là qu'elle s'est dit, c'est pas possible, les fans sont prêts à acheter n'importe quoi pour avoir mon image dans leur chambre. Et, euh, et si tu veux, à un moment donné, je pense que le fan service dépasse la raison, quoi. Il y a un Ah, moment c'est donné. sûr que côté marketing, il doit se dire, mais attends, qu'est-ce qu'on peut leur vendre qui serait prêt à acheter des capotes, des slips et tout. Mais en même temps, quelque part, ça a fait rêver. Je veux dire, moi, Star Wars, j'étais petit, j'ai vu ça, j'ai rêvé. Même encore aujourd'hui, ça me fait rêver parce que j'ai une vision aujourd'hui qui me permet de, voilà, de prendre du recul sur les Star Wars, que ce soit la première, la deuxième ou cette dernière trilogie. J'aime des épisodes, j'en aime moins d'autres, j'ai vu des défauts, j'ai vu des qualités. À l'époque, forcément, je voyais aucun défaut parce que j'étais un enfant, tu vois, donc j'étais là en mode, ah, Ouais. tout est parfait. Et même aujourd'hui, je me dis, ah oui, quand même, ah, il y a des trucs, bon, ça pique un peu les yeux, mais ouais, je reconnais quand même qu'il y a un talent fou qui donne envie d'acheter même la moindre connerie. Voilà, je sais que j'ai acheté un rasoir parce qu'il y avait la boîte Star Wars, mais t'as juste la boîte, hein, t'as rien de Star Wars D'accord. dedans. Le rasoir, c'est, tu vois, j'ai acheté cette merde, tu vois, et je suis content comme un con, tu vois, et je sais qu'il y en a plein comme moi. Je peux pas, moi je m'en fous, tu vois, je suis un gamin quand je pense à Star Wars, quand j'achète du Hmm. Star Wars, j'aime bien, tu vois. Mais quelque part, c'est la preuve, encore une fois, que bah, ouais, Lucas a fait quelque chose d'assez extraordinaire, avec aussi les techniques de l'époque, hein, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais on va pas forcément trop détailler. Vous connaissez, de toute façon, aujourd'hui, il y a tellement de documentaires sur Star Wars, c'est très facile de trouver les informations, mais quand on sait qu'il n'y avait pas d'effets spéciaux à l'époque, c'était avec des maquettes, avec des dessins gigantesques. Pour les droïdes, bah, c'était pas des images numériques, hein, c'était de vrais acteurs hein, qui incarnaient les droïdes, qui devaient porter des costumes dans un désert, là, je sais pas où il devait faire 40 degrés dans un costume, ça devait être affreux à tourner. Enfin, franchement, c'est de se dire que ce film, enfin tous les films Star Wars, les premiers surtout,
Hmm. ont dû être très difficiles à tourner, que ce soit pour Lucas et ses équipes, pour donner ce côté gigantesque et extraordinaire de son histoire. Hmm. Oui, oui, c'est un épisode qui avait été tourné en partie en Tunisie. Et d'ailleurs, malheureusement, le village qui avait été gardé comme musée à l'époque, enfin depuis des années, a été plus ou moins détruit récemment là pour laisser place à autre chose. Mm. On pouvait encore visiter l'endroit où ils avaient tourné Star Wars en Tunisie. D'accord. Et puis l'acteur qui jouait C3PO révélait qu'il faisait en effet pratiquement 45 degrés au moment des tournages. Et il était obligé de garder sa combinaison, donc on lui enlevait sa tête et on lui injectait en fait par tuyau à l'intérieur pour boire de la boisson quoi, à l'intérieur de son scaphandre. C'est quand même dingue qu'on soit arrivé là. Et puis d'ailleurs, les salaires, c'est les salaires des acteurs à l'époque, c'était pas énorme. Hein. Je me souviens sur le tournage, ils avaient révélé les salaires pour les premiers mois de tournage. Il y avait des acteurs qui avaient failli abandonner parce que certains venaient du théâtre et ils voulaient pas ils voyaient pas en fait la vision qu'avait Lucas de ce film et ils voyaient pas que le film allait forcément être un grand succès. Et il y a quelques acteurs, dont celui qui jouait C3PO, voulaient abandonner au bout de 2 semaines le tournage. C'est quand même dingue que tu te rends compte que parfois la carrière passe à rien, comme on a dit avec Sigourney Weaver pour Alien. Là, certains acteurs auraient peut-être pu. Après, Carrie Fisher a révélé que ce personnage de Leia a cassé un peu sa carrière. Elle l'a fait après les Blues Brothers et puis d'autres films. Mais elle a fait un film plus jeune aussi qui s'appelait Shampoo, je sais plus quoi. Ah, je sais plus le nom. Elle avait fait un film avant Star Wars et sa carrière a été. Elle a fait Scream 3 aussi, elle apparaît dans Scream 3, enfin des petites. Quand Harry rencontre Sally. Mais je veux dire, sa carrière a été surtout menée entre guillemets par son personnage de Leia. Il y a trop de références par rapport à. Enfin, on la voit plus comme Carrie Fisher à un moment donné dans sa carrière, mais plus comme Leia. Tellement comme Mark Hamill. Hein, oui, aussi. tellement le film a pris de l'ampleur auprès du monde entier, quoi. Quelque part, le seul qui s'en est vraiment. Enfin, l'un des seuls, c'est Harrison Ford, qui a pas gardé cette image de Han Solo uniquement, qui a réussi dans les Indiana Jones, etc. Ouais. Alors que c'est vrai que Carrie Fisher, dès que tu parlais d'elle, c'était Princesse Leia, et quand tu l'imaginais dans un autre film, tu te disais, hein, mais non, c'est Princesse Leia, elle peut faire que ça. Alors que non, Mark Hamill aussi, et même encore aujourd'hui, de toute façon, quand tu parles de eux, tu parles que de ces films-là, alors qu'ils ont tourné dans d'autres films, etc. Mais tu n'en as rien à foutre. Et c'est dommage, hein, c'est triste, parce que c'est vrai que en fait, des grands rôles comme ça peuvent détruire finalement des carrières, peuvent détruire des personnes, parce que Carrie Fisher, voilà, la drogue, tout ça, ça l'a détruite. Hein. Ouais. Malheureusement, c'est comme ça. Donc c'est vrai que quelque part, voilà, Lucas a fait quelque chose de grand et en même temps, sans le vouloir, hein, puisque c'était pas recherché par Lucas, mais il a détruit des carrières, il a détruit des personnes. Mais même lui, hein, ça aurait pu le détruire, parce que si ça avait été un échec, peut-être que Lucas, on n'en aurait jamais entendu parler en tant que réalisateur. Hein. Tu vois, peut-être qu'il aurait jamais rien fait d'autre derrière, alors que pourtant, ça l'a fait connaître, c'est devenu ce qu'il était, sa saga continue. Et même lui, hein, Lucas, je sais pas s'il a réalisé d'autres films que Star Wars, mais je pense que s'il avait réalisé d'autres films, tu vois, on en aurait eu rien à foutre. On aurait parlé de Lucas pour Star Wars et rien d'autre. C'est sûr qu'après, quand il a recommencé à tourner la suite avec les préquels en 99, j'ai trouvé qu'il avait perdu un peu de sa. Il a voulu utiliser des nouvelles technologies avec des images de synthèse, et je pense que c'est peut-être là qu'il s'est trompé. Il en a utilisé trop, je trouve. Après, la technologie était naissante, hein, donc forcément elle a des défauts, mais je trouve quand même qu'il a réussi à les exploiter, tu vois ce que je veux te dire. Il a réussi à faire en sorte que quand tu vois Jar Jar Binks, alors on peut détester le personnage, mais quand tu vois Jar Jar Binks et de vrais acteurs à côté, t'as l'impression que il existe le Jar Jar, tu vois. Pour l'époque, c'était quand même assez impressionnant. Bien entendu, l'évolution technique avec l'attaque des clones, on sent quand même entre le 1 et le 2, c'est assez impressionnant, et la revanche des Sith, quand tu vois la bataille du départ sur Coruscant avec les vaisseaux, tu te dis ok,
Merci le numérique, quoi, parce que ça, avec les maquettes, tout ça, il aurait jamais pu faire. Lucas s'est juste servi de nouvelles technologies, il a essayé de les employer de manière à ce que, en fait, son film continue dans l'extraordinaire, en fait. Il était obligé quelque part parce qu'il voulait montrer que Star Wars, c'est grand, c'est puissant. Il y a de la politique, t'as des dialogues, mais t'as aussi des combats, tu vois. Même les combats en sabre laser, on sent une sacrée évolution entre les premiers Ah combats oui, dans les premiers films et dans le dernier, hein. Tu sens que quand même. ah oui, oui. Mais Ouais, non, je trouve que ça dessert pas qu'il y en ait pas trop, mais peut-être qu'il y en a enfin peut-être que parfois il fallait peut-être pas les chercher, peut-être qu'une bonne vieille maquette pour rendre hommage à ses premiers films aurait été tout aussi intéressant, mais c'est des choix. Après, je ne sais pas si Lucas est un grand réalisateur, tu vois ce que je veux te dire, au niveau de son travail, est-ce que c'est bien hmm. réalisé, tout ça. On pourra toujours chipoter, il y en a qui sont bien plus experts que nous deux. Mais pour moi, en tout cas, je trouve qu'il a toujours bien réalisé ses films de manière à ce qu'on suive l'action, qu'on suive bien les dialogues. On arrive toujours à s'attacher aux personnages, même les personnages les plus secondaires arrivent à être mémorables, tu vois. Alors que là, tu vois, on parlait de Captain Phasm. Captain Phasm, à part son armure et le fait que ce soit une femme, tu n'en as rien à foutre, tu vois. Elle est morte comme une merde, et tu as envie de dire, bah, le personnage c'était une merde. Alors qu'en fait, je suis sûr, ça aurait pu être un personnage extrêmement intéressant parce que les Stormtroopers sont des personnages intéressants pour certains, surtout dans l'univers étendu, mais malheureusement, BL, elle restera pas dans les annales, quoi. Enfin, pas dans le bon, dans Ah la oui, bonne oui. manière. Bah, un truc tout bête, hein, tu te rappelles surtout des personnages qu'il y avait dans la cantina dans l'épisode 4, Ah, voilà. quand Obi-Wan et Luke rentrent justement pour rencontrer Han Solo, chercher un vaisseau pour aller dans l'espace. Et ils feront la rencontre de deux trois personnages et sincèrement, bah, ils sont assez marquants, tu t'en souviens. Et puis Mhm. tu vois encore leur visage, alors que là, je mets n'importe qui au défi de me donner un prénom ou un nom d'un personnage que tu as rencontré dans l'épisode 8 ou de l'épisode 7, dans le bar là. Ils ont fait une espèce de copie de la cantina là, dans l'épisode 8 et 7, là, j'ai trouvé assez ridicule, où tu as une bataille de fin entre Kylo Ren et puis Rey. Mais bon, écoute, je pense que comme tu dis, hein, Disney a voulu donner aux fans ce qu'ils voulaient, et puis ils n'ont pas fait non plus d'excès au niveau du C'est ça. scénario. C'est un peu dommage, j'aurais voulu vraiment une histoire différente aussi, comme toi. Parce que, après, peut-être que pour les jeunes d'aujourd'hui, ça suffit. Est-ce Ah que bah ça oui, suffit? parce Voilà. que si tu regardes pas, enfin parce que la plupart des jeunes qui connaissent pas Star Wars, ils n'ont pas vu les premiers, donc forcément quelque part, bah, ils commencent avec ça. Pour eux, c'est génial, enfin c'est fou, technologiquement parlant, numériquement, enfin les effets spéciaux, t'en prends plein les yeux. L'histoire, elle vole pas haut, mais tu t'en bats les couilles. T'as des Jedi, t'as la Force, t'as des tirs de blaster, t'as des gros vaisseaux, ça explose de partout, t'as Quand, même une bête à poil. mais quand tu sors de Transformers, c'est sûr que t'es content de voir ça, quoi. Parce Non que, mais enfin, franchement, je me mets à la place de ces gamins-là, c'est un peu le même effet que j'ai eu quand j'ai vu le premier Star Wars. Et franchement, j'invite les jeunes, hein, la jeune génération, à juste mater le premier Star Wars qui est sorti dans la version originale. Et imaginez-vous à notre place, bah, c'était pas aussi extraordinaire au niveau des effets spéciaux, et pourtant, ça nous a marqué tout autant que vous, ça vous a marqué ce film-là, par exemple. oui, oui. Et en plus que nous, on n'avait pas forcément non plus de référence au niveau des films de l'espace, parce qu'il y en avait pas des tonnes comme aujourd'hui, quoi. Bah, il y avait celui-là que tout le monde parle, à 2001, là, je crois que c'était sorti avant, hein, si je dis pas L'Odyssée de de conneries. l'espace, ouais. Ouais, bah tu vois, tout le monde dit que c'est un petit bijou et tout. J'ai jamais voulu le voir et j'ai vu pas mal d'images et j'avoue que c'est un film, je sais que je me ferais chier, tu vois. Mais pourtant, tout le monde trouvait ça extraordinaire. Mais c'est vrai que voilà, Star Wars, c'était quelque chose d'encore plus poussé, tu vois. On monte l'espace, mais on monte de la guerre, on monte des trucs, Oui, tu c'est vois. un space opéra, alors que c'est Voilà, et plus ouais, un donc documentaire, l'autre 2001 de l'espace, oui. c'est plus une fresque historique, on va dire. Oui, ça parle aussi de l'humanité. Enfin, de toute façon, tous les films traitent souvent de l'humanité quelque part. Donc, mais pour moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que souvent on fait comme reproche à Star Wars, c'est souvent les décors. On a l'impression d'avoir toujours la même chose, des Ah déserts, bah des l'espace, déserts. Ouais, mais c'est con, mais c'est vrai que tu te dis, mais et juste les gars, regardez les différentes planètes qui sont autour de nous, hein. Vous verrez ce qu'il y a, des déserts et peut-être un désert, tiens, ou du gaz. Voilà, t'as pas non plus enfin, des ouais. planètes comme la nôtre, il y en a pas. Enfin, il y en Oui, a une ou oui. deux, tu vois, mais on n'en connaît pas des masses, tu vois. Donc dans Star Wars, mais c'est vrai que on se dit, oh, il pourrait quand même avoir des planètes un peu classe, avec de la verdure, des trucs un peu fous, tu vois. C'est vrai qu'il pourrait le faire. C'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a souvent de la facilité. C'est dommage, parce que quand tu as un budget financier conséquent comme celui de Disney, tu peux te permettre un petit peu toutes les folies. Même si tu te plantes,
c'est pas grave. Derrière, t'as 5 ou 6 autres films qui vont te rapporter des milliards. Je veux dire, les Avengers, les films Marvel, ça leur apporte tellement d'argent qu'ils en ont rien à foutre. Ils peuvent chier un film. Et je pense qu'avec Star Wars, c'est aujourd'hui qu'il faut tenter le tout pour le tout, tu vois. Tu peux tenter un petit peu les trucs fous, extraordinaires, des planètes luxuriantes, des créatures un peu what the fuck. Tu peux tout tenter, mais malheureusement, ils ont voulu plus faire plaisir aux fans. Quelque part, ils ont fait plaisir aux fans parce que il y a beaucoup de fans qui ont kiffé quand même. Parce qu'il y en a qui détestent le 7 mais qui ont adoré le 8. Il y en a qui c'est l'inverse. Il y en a qui ont kiffé Rogue One. Il y en a qui ont surkiffé Han Solo. Je sais pas comment, mais ils ont réussi. Donc il y a à boire et à manger. Là, la dernière série qui est sortie, on va pas trop en parler parce qu'elle est encore récente. Elle cartonne plus ou moins. Il y en a qui critiquent, mais il y en a qui surkiffent. Donc Star Wars continuera à marcher, je pense, et je pense que Disney continuera à en profiter. J'espère que pour nous, en tant que fans de la première heure, alors qu'on se dit pas mais plus fan que vous, hein. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on a connu les premiers films dès qu'ils sont sortis quelque part, donc on sait l'impact que ça a eu sur nous, comme la deuxième trilogie et cette nouvelle trilogie. On espère juste que Star Wars continue arrive surtout à nous faire rêver comme les premiers films en fait. C'est surtout ça qu'on souhaite. Bah, voilà, je sais qu'on parle souvent d'univers étendu. Pour ceux qui veulent pas forcément lire des bouquins, des BD, ce genre de choses, je conseille une excellente série qui est la série L'Attaque des clones, euh, qui est vraiment, vraiment excellente parce qu'on va vraiment suivre ce que ça va devenir en fait, la République, l'Empire, la galaxie, et surtout l'évolution de Anakin Skywalker, qui est malheureusement, encore une fois, on a du mal peut-être à décerner vraiment son changement de côté quelque part. Alors là, on va bien le voir, surtout qu'il y a un épisode où il va rencontrer presque des semi-dieux, voire des dieux, deux créatures qui sont un mec, je me rappelle plus de son nom, mais qui est 100% côté obscur, et l'autre qui est sa sœur, qui est 100% côté lumineux, et il y a un bel écho là-dedans, vraiment. La série L'Attaque des clones est pour moi l'une des meilleures séries et je vous la convie si vous aimez. Et on n'a pas parlé de jeux vidéo, mais il existe de très bons jeux vidéo Star Wars, la série Rogue Squadron, et Rebel Strike aussi qui sont très très bons sur GameCube. Il y a le dernier Star Wars qui est sorti il y a pas longtemps en mode un peu Sekiro et tout, qui est apparemment plutôt bon. Donc voilà, sachez qu'il existe quand même de très bons jeux, même rétro, hein, parce qu'on parle souvent de rétro, mais il existe de très bons jeux Star Wars de l'époque sur NES et autres. Ça, à la limite, pourquoi pas un jour vous faire une petite liste ou peut-être même en description, mais en tout cas, voilà, il existe beaucoup de choses intéressantes à côté des films Star Wars. Voilà, c'était pour terminer là-dessus. Voilà, si toi tu as quelque chose à rajouter. Moi, je conseille aux gens 3 gros bouquins sur les making-of des épisodes 4, 5, 6 qui sont sortis en livre dans toutes les grandes enseignes, qui sont traduits en français aujourd'hui, qui étaient seulement en anglais à l'époque. Et c'est des bouquins massifs de 500-600 pages, hein, making-of. Ah oui. Ils sont géniaux ces livres. Je les conseille vraiment. Vous avez à l'intérieur les plans, les storyboards, les plans des vaisseaux, les scènes que les acteurs doivent tourner, les costumes. Enfin, c'est des livres magnifiques sur l'épisode 4, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. C'est rempli de choses que vous n'avez jamais vues ni lues ailleurs. Même dans le documentaire, j'ai découvert des choses que je connaissais pas du tout. Et t'as le nom des bouquins ? Non. Alors c'est des bouquins édités par Rinzler. Rinzler Édition, si jamais vous voulez chercher de votre côté. Voilà. Ok, merci pour ce partage. Mais je pense qu'on va pouvoir conclure. Je n'ai pas grand chose à rajouter. De ton côté, je pense que toi non plus. Donc, sur ce, mes chers amis, que la force soit avec vous. Je vous conseille bien entendu de regarder les Star Wars si ce n'est pas fait. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau podcast. Merci à toi, Gabi, pour cette soirée. Merci à tous. Salut. Ciao, ciao.